de nous suivre. Margot, qui est guide de navigation en complexité incertitude, elle reprécisera un peu son travail et son projet. Mais voilà un peu pour ces 2 prochaines heures le programme. Margot. Merci Gladys, merci Vera. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous rencontrer virtuellement puisque c'est le max qu'on puisse faire en ce moment et de passer ce moment avec vous ce matin. Je vais commencer à partager mon écran. J'ai des petites choses à partager avec vous et puis on est parti. Voilà. Normalement, vous devriez voir. Donc voilà, ce que je vous propose d'explorer ensemble ce matin, c'est un peu le sujet de la complexité. On est tous en plein dedans en ce moment, on vit des situations complexes, vous en particulier dans le secteur dans lequel vous êtes, complexe et incertain. Et moi, je m'intéresse beaucoup à comment est-ce qu'on peut naviguer dans la complexité avec agilité, en particulier en s'inspirant des lois du vivant. Je vais me présenter rapidement qui je suis. Moi, je suis ingénieure agronome de formation. J'ai passé après un peu de temps dans le conseil en stratégie, en transformation des organisations, puis dans l'industrie, dans des fonctions en stratégie. Et depuis, en fait, j'ai créé ma propre activité. J'ai toujours été passionnée de ce sujet de la complexité et comment est-ce qu'on peut l'aborder au mieux et être confortable dans la complexité. Avec un constat qui est que cette complexité ne fait que s'accroître et l'incertitude qui va avec. C'était sans savoir que le Covid allait arriver et allait augmenter encore d'un cran la densité de cette complexité-là. Et aujourd'hui, mon activité, c'est d'accompagner les individus, les équipes et les organisations, en particulier les dirigeants et les équipes de direction, qui sont en quête de clarté, d'agilité et d'impact. L'idée, c'est bien sûr de comment est-ce qu'on mène à bien nos missions, ce pourquoi on a envie de contribuer dans notre monde face à quelque chose de complexe. Et donc, du coup, je ne vais pas tout balayer, mais globalement, ça passe par avoir une vue systémique des choses, et on va y revenir, se recentrer sur l'essentiel, réfléchir de façon différente par rapport à ce dont on est habitué, ouvrir le champ des possibles, essayer de dévoyer un peu le futur par défaut, parce que le futur par défaut aujourd'hui ne nous plaît pas forcément vachement. Et ensuite, catalyser la mise en mouvement et la réalisation, puisque tout ça, c'est bien sûr pour le mettre pour le mettre dans quelque chose de concret et avancer, quoi. Donc voilà un peu, mes clients sont de différents types de domaines. Les secteurs, les domaines n'ont pas vraiment d'importance puisque c'est un sujet qui couvre l'ensemble des domaines. Et je travaille aussi avec des associations de dirigeants. Ici, par exemple, ça peut être la Fédélima et le réseau de Midi Actuel. Mais je travaille aussi avec des associations comme le CJD et Germe sur des formats d'intervention d'une journée. Et je suis en train de construire des formats d'intervention plus longs pour justement explorer comment les lois du vivant peuvent nous accompagner dans la complexité. Voilà un peu pour moi. Pour vous situer à peu près. Pardon ? J'ai pas le son. Tout le monde m'entend bien ? J'ai entendu, j'ai pas le son. Ok. Je voulais partager avec vous mon intention pour ce matin, parce que je pense qu'elle est importante à poser. Mon intention, elle est un peu triple. La première, c'est de partager une vision apaisée. Alors, j'entends juste. Si vous pouvez vous mettre en mute, si possible, ce serait top. Alors, je vais le faire. Ah bon ? Oui. Margot, tu peux couper, c'est ça. Ouais, je vais couper. Je vais tous vous mettre en mute et puis n'hésitez pas à débloquer votre micro si vous avez envie de participer. Ma première intention, c'est de partager une vision apaisée de la complexité. La complexité, mais souvent, on est dans une instabilité et du coup, génère des émotions parfois de peur, d'anxiété, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut un peu poser les choses et se définir un peu ce que c'est ? Proposer ensuite une grille de lecture simple pour vous aider à décoder les situations complexes auxquelles vous faites face aujourd'hui et aussi révéler et activer les ressources que vous avez à l'intérieur de vous déjà, donc sans forcément avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur, pour les naviguer. Et la dernière intention, c'est d'interagir avec vous, échanger avec vous sur ce qui résonnera, ce qui ne résonnera pas. Et donc, vraiment, je vous invite au fur et à mesure à débloquer votre micro, à écrire des choses dans le chat pour qu'on ait une interaction, pour que ce ne soit pas simplement moi qui vous raconte des trucs.
j'avais envie de démarrer avec cette notion-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu cet acronyme VUCA ou VICA en français, qui pour moi décrit assez bien le monde dans lequel on vit et les mondes dans lesquels on vit de façon plus multiple, on va dire. VUCA ou VICA, ça signifie que volatile, la notion de volatile, on vit dans un monde volatile, ça veut dire que quelque chose qui est vrai à un instant T devient potentiellement caduque le lendemain. Donc c'est un peu, j'aime bien un peu cette notion, un peu comme une savonnette qu'on essaye de prendre dans les mains et qui n'arrête pas de glisser. C'est quelque chose qui nous échappe au fur et à mesure. Dès qu'on essaye de comprendre quelque chose, ça peut être remis en question assez rapidement. Aujourd'hui, avec le Covid, c'est typiquement ce qu'on est en train de voir. C'est très volatile. Ça veut dire que du jour au lendemain, on nous donne des informations différentes. On peut redémarrer, on ne peut pas redémarrer. Voilà, comprendre un peu toutes les mesures. Et j'imagine que vous êtes soumis à une superposition de mesures qui ne sont pas forcément toujours cohérentes et qui peuvent changer rapidement. La notion de volatile. Ensuite, deuxième caractéristique, c'est l'incertitude. Incertain, ça veut dire on ne sait pas ce qui va se passer demain et c'est très difficile de prévoir ou de prédire, d'anticiper même. Complexe, on va le voir. Après, pour moi, la complexité, je la considère au sens large et ça intègre un peu tout ça. Et le dernier élément qui est l'ambiguïté. L'ambiguïté, on la vit un peu de plein fouet. Il y a des choses dont on ne sait même plus si c'est vrai, c'est faux, si c'est bien, pas bien. Donc, ça rend en fait... ce sont des caractéristiques, des données d'entrée quelque part dans notre lecture du monde, et c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas grand-chose. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que ces quatre caractéristiques-là s'amplifient au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc c'est un peu le contexte, j'avais envie de le poser dès le début. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à lever la main. Et c'est un peu le fondement de ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Et du coup, là, j'aimerais vous poser une question et soit vous pouvez activer vos micros, soit dans le chat. Qu'est-ce que c'est pour vous la complexité? Quand vous entendez complexité, ça vous fait penser à quoi? Donc, n'hésitez pas à taper ce qui vous vient dans le chat ou à désactiver votre micro. Enfin, à activer plutôt votre micro. C'est toujours le premier à se lancer qui est le plus dur, je pense. Ouais. Steve, tu veux prendre la parole plutôt que de l'écrire dans le chat? Je ne mets pas ma caméra parce que j'ai des petits soucis de connexion ce matin. Moi, ce qui me vient à l'esprit comme ça, hein, juste instinctivement, c'est l'imbrication de plusieurs problématiques qui arrivent en même temps et qui ont l'air d'être différentes. Merci, Steve. Super. Je vois aussi multidimension, difficulté, nombre de paramètres à prendre en compte, parfois contradictoires. Ouais. Ensemble de difficultés, paramètres multiples. Difficile de maîtriser. Interdépendance des décisions. Je me prends des petites notes en même temps. Super. D'autres inspirations? Multiplication des facteurs. Ouais. Le côté multiple semble ressortir, en fait. Injonction paradoxale. Solitude. Difficile à expliquer. Ok, top. Vous pouvez compléter hein, s'il y a d'autres choses qui vous viennent au fur et à mesure. Je viens juste d'accueillir de nouvelles personnes. Ok. Top. Donc là, ce que je vous propose d'explorer, c'est un peu quelles sont les caractéristiques en fait de la complexité telles que les chercheurs quelque part se sont accordés de dire, sachant qu'il y a énormément de disciplines qui étudient la complexité, on va le voir juste après. Ils se sont accordés pour dire qu'en gros, il y a 6 caractéristiques qui font que quelque chose est complexe. Et peut-être qu'en préambule, avant de le... Et d'ailleurs, je vais revenir à ça évidemment comme ça. En préambule, la différence entre complexité et compliqué. On me pose souvent la question, qu'est-ce qui est complexe et qu'est-ce qui est compliqué? Et pour moi, l'étymologie des deux mots donne pas mal d'indications sur la différence entre les deux. Compliqué, ça vient de complicare,
et on voit en fait quelque chose qui est plié. En fait. Si vous imaginez de prendre une feuille de papier, par exemple, vous allez la plier en 2, en 4, en 8, etc. Et vous allez pouvoir continuer à la plier. Compliqué, ça va vous prendre du temps à un moment donné de la déplier, mais si vous avez suffisamment de temps, de ressources, d'argent, etc., vous allez pouvoir comprendre quelque chose qui est compliqué. C'est simplement de déplier les différents éléments pour finalement avoir une vision globale et comprendre comment les choses interagissent. Complexe, ça vient de complexum, et c'est cette notion de plexus. Et pour moi, l'image qui me parle pas mal, c'est l'image du nœud gordien dont on dit qu'on ne peut pas le démêler, on peut simplement le trancher. Et donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Et parfois, ça aide de se poser la question, de se dire, est-ce que je suis face à quelque chose de compliqué ou face à quelque chose de complexe? Souvent, on mélange un peu les deux mots dans notre façon de parler. Mais la différence entre les deux est importante parce que quelque chose de compliqué, on peut, si on y investit du temps, des ressources, etc., le comprendre dans son ensemble. Complexe, c'est un peu plus complexe. Et on va venir justement aux 6 caractéristiques. La première, et vous êtes plusieurs à l'avoir mentionné, c'est cette notion d'interconnexion systémique. Souvent, quand on parle de complexité, on parle de système complexe parce que un système est composé de plein de différents constituants, éléments, qui sont tous interconnectés. Donc, vous parliez d'imbrication, d'interdépendance. L'interdépendance, en fait, est liée à cette interconnexion-là. Ça veut dire que si vous prenez un système complexe et que vous tirez sur un bout de ficelle à un endroit donné, ça va impacter l'ensemble du système. La deuxième caractéristique, c'est la non-linéarité. La non-linéarité, ça veut dire que c'est extrêmement difficile, quand on observe un effet ou quelque chose, d'identifier la cause de cet effet-là. Souvent, en fait, un effet est lié à une multiple cause qui ne sont pas forcément faciles à identifier. Ça, c'est non-linéarité. La notion de réseau, pour moi, c'est un peu la visualisation d'un système. Si vous regardez un réseau électrique, par exemple, ça donne un peu l'idée d'un système complexe. Tout est interconnecté et relié par des relations qui peuvent être de types différents. Ça peut être des relations d'information, des relations de matière, s'il y a des produits qui sont vendus, par exemple, des choses qui sont très concrètes, ou de l'énergie qui circule entre les différents éléments. La quatrième caractéristique, c'est l'adaptation et l'évolution. Un système complexe est en permanente adaptation et évolution. Si vous regardez en fait un écosystème naturel, ben vous voyez bien qu'en fait une forêt est tout le temps, avec toutes les espèces qui la constituent, est tout le temps en train d'évoluer. C'est la même chose pour notre organisme, pour notre corps. On s'adapte et on évolue en permanence. Et en plus, on se souvient quelque part des évolutions précédentes, même si c'est inconscient. Donc, ça veut dire qu'on ne va jamais revenir à un état initial. Donc, il y a des boucles de feedback qui se créent et qui permettent cette adaptation et cette évolution-là. La cinquième caractéristique, c'est l'auto-organisation. Un système complexe s'auto-organise. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, sans avoir un coordinateur central. Donc, si vous mettez, même là, par exemple, on est 24, si on avait juste ouvert la réunion sans ordre du jour, etc., il y aurait eu une auto-organisation qui se serait créée, sans forcément qu'il y ait eu des rôles de prédéfinis, en tout cas, ou de hiérarchie particulière. Et la dernière caractéristique, c'est la caractéristique de l'émergence, qui vient un peu de l'auto-organisation, mais qui est le principe, ce que Edgar Morin appelle le tout est plus grand que la somme des parties. Dit autrement, ça veut dire que quand on est face à un système complexe, le comportement du système est différent de la somme du comportement de chaque individu le composant. Je vous prends un exemple tout bête qu'on connaît tous. Si vous voyez des vols d'étourneaux dans le ciel, les oiseaux qui volent tous ensemble et qui font des masses et puis qui changent de direction très rapidement, en fait, on pourrait se dire c'est une choré tellement dingue qu'ils y ont bossé pendant 1 an et que maintenant, ça y est, elle est au point et ils nous font un spectacle. En fait, pas du tout. Le mouvement et ce qu'on observe comme forme est la résultante de 4 règles super simples de fonctionnement. La première règle, c'est rester suffisamment proche de son voisin. La seconde règle, c'est éviter la collision. Donc, c'est être proche, mais pas trop proche pour ne pas se rentrer dedans. La troisième, c'est avoir un cap commun, qui sont une direction commune. Et la dernière, c'est éviter les prédateurs. Et avec ces 4 règles-là, qui sont extrêmement simples, on voit par émergence, du coup, tous les motifs qu'on observe dans le ciel. Et ça, c'est une autre caractéristique de la complexité, c'est que l'émergence n'est pas prévisible. On ne peut pas modéliser, prédire exactement ce qui va se passer. En revanche, on peut définir des règles simples
ou comprendre les règles simples qui gouvernent un peu ce système-là. Donc ça, c'est simplement pour donner un cadre et avoir un peu des éléments de langage et de référence sur la notion de complexité. Pour ajouter à tout ça, la complexité, elle s'observe sur différents plans. Donc moi, j'aime bien, c'est juste pour se faire une idée, mais j'aime bien prendre ces 3 plans qui sont le plan physique. Le plan physique, c'est ce qui est observable par nos 5 sens. Par exemple, je ne sais pas moi, un réseau, une forêt, un écosystème forestier a une complexité physique parce qu'il va y avoir plein d'espèces différentes qui cohabitent et ça, on peut le voir, on peut l'observer. On peut même cartographier quelque part l'ensemble des espèces qu'on est capable de voir à l'œil. Le plan émotionnel, c'est la complexité de nos émotions. Il y en a plusieurs d'entre vous qui disaient, vous parliez de difficultés, de solitude que vous associez à la complexité. Ça, c'est l'effet que ça a sur vous, mais il y a aussi la complexité émotionnelle. Parfois, moi, j'imagine que pour vous, ça a été le cas aussi. Pour moi, la période qu'on est en train de traverser me fait vivre des états émotionnels que je vis comme étant complexes parce que je peux avoir parfois des émotions qui sont contradictoires et qui sont simultanées. Je peux me sentir à la fois inquiète et pas du tout inquiète. Donc voilà, donc on observe cette complexité-là au niveau émotionnel. Au niveau mental, ça c'est ce qui va se passer au niveau de nos pensées et ce qui va se passer aussi au niveau de notre inconscient. Par exemple, quand vous rêvez, c'est rare quand même qu'on fasse des rêves qui sont super simples, quoi. Le nombre de fois où on se réveille le matin en disant j'ai fait des rêves de dingue, voilà, c'est ce qui se passe sur le plan mental. Donc voilà, donc la complexité on le retrouve sur les 3 plans, c'est bien sûr imbriqué en plus. Et aux différentes échelles, ça va être au niveau individuel, au niveau des organisations et plus largement au niveau des sociétés qui constituent notre monde et du monde. Donc là, je vous rajoute plein de couches, je vous ai donné un peu les caractéristiques de la complexité, là où elle peut s'observer sur les différents plans, sur les différentes échelles. Et donc, ça m'amuse toujours parce que je me dis, la complexité, c'est complexe. Donc, on va essayer par la suite de trouver un peu la simplicité là-dedans. Donc, je viens de vous donner quelques exemples de systèmes complexes. Ça, c'est la slide pour vous faire peur. C'est simplement pour vous montrer l'étendue des recherches qui sont faites sur le sujet de la complexité. Et l'idée, ça ne va pas être de regarder l'ensemble de la cartographie, mais c'est de dire, en fait, il y a différents types de disciplines qui l'étudient. Les mathématiques, la physique, la biologie, les sciences de l'informatique. Donc ça, c'est les disciplines qui s'intéressent au sujet de la complexité. Et elles sont aussi le sujet de la complexité. Par exemple, les mathématiques ou la physique peuvent étudier la complexité biologique. Donc, moi, en fait, quand j'ai vu cette cartographie-là, le sujet de la complexité m'intéressait beaucoup et je me suis dit, mais finalement, est-ce que ça ne serait pas intéressant d'aller regarder non pas un zoom sur une de ces bulles-là, mais de se dire qu'est-ce qui est peut-être commun à l'ensemble de ces disciplines et qui nous permettrait du coup d'avoir un peu une grille de décodage, mais simple en fait, de ce qui est complexe. Et la philosophie aussi, la philosophie et la psychologie étudient aussi la complexité. Et j'ai trouvé cette citation d'Edgar Morin, qui est un grand penseur de la complexité, qui m'a pas mal plu, donc je vous la partage, qui dit « Le but de la recherche de méthode n'est pas de trouver un principe unitaire de toute connaissance, mais d'indiquer les émergences d'une pensée complexe qui ne se réduit ni à la science ni à la philosophie, mais qui permet leur intercommunication. » Donc c'est une phrase un peu longue, mais moi ce qui m'a plu là-dedans, c'est de dire on oppose souvent la science, la philosophie, les sciences dures, les sciences molles, entre guillemets, et finalement, elles intercommuniquent. Et donc moi, je me suis positionnée à cet endroit-là à me dire, mais comment est-ce qu'elles intercommuniquent et quels sont les messages qui sont communs entre les deux. Et donc, c'est ce que je vous invite un peu à faire ensemble là, pour le restant de la matinée, c'est d'aller regarder justement ce qui se trouve dans ces interstices-là. Tout à l'heure, on regardait un peu le contexte du monde qui disait c'est volatile, incertain, complexe, ambigu. Comment ça se traduit dans le rôle de dirigeant, dans les expériences ou les interactions que j'ai pu avoir avec eux et certainement que ça résonnera avec vous ou pas d'ailleurs, et je serai preneuse de votre retour. Mais la complexité dans le monde du dirigeant, elle se retrouve dans énormément de facettes différentes de son rôle. Déjà, son rapport à soi-même. Moi, en tant que dirigeante, que dirigeant, mes émotions, c'est complexe. Comprendre mes comportements, c'est complexe. Mes systèmes de croyances, mes pensées, ce qui est important pour moi, mon intention pour mon chemin ou mon rôle, ce qui me motive. Elle se retrouve dans son rapport aux autres,
comment est-ce qu'il interagit avec les autres, ou elle interagit avec les autres, ma communication avec les autres, l'organisation de mon équipe, si vous êtes à la tête d'une équipe, votre rapport à votre environnement, et ça, c'est votre relation avec le vivant, ça, c'est un peu, c'est hybride entre votre identité et votre rôle de dirigeant. Votre rapport à votre organisation, comment vous la gérez, à la fois sur l'aspect stratégique, long terme, mais aussi court terme, très opérationnel. Je ne vais pas tout couvrir, hein, mais... Et votre rapport à votre rôle. Mon rôle, mes rôles, en fait, il y a cette notion-là aussi qui est importante, que j'avais... qui m'avait vraiment marqué dans ma formation en coaching il y a plusieurs années, c'est cette notion de dire on occupe énormément de rôles différents dans notre vie. Il y a notre rôle professionnel, dans notre activité professionnelle, il y a notre rôle dans notre milieu familial, il y a notre rôle dans notre milieu amical. Et en fait, c'est un peu plein de rôles qui viennent illustrer ou qui viennent matérialiser qui on est, notre identité. Et donc, la distinction entre notre identité et notre rôle est souvent quelque chose qui n'est pas forcément évident à capter et à différencier. Et donc, ce rapport-là, en fait, à qui on est et au rôle qu'on occupe est quelque chose qui est assez complexe. Le rapport à sa posture, ma posture, et puis comment est-ce qu'elle évolue et comment est-ce qu'elle se traduit dans des situations un peu difficiles ou un peu complexes, et mon intention pour mon rôle. Donc ça, pareil, c'est pour mettre un peu le contexte de qu'est-ce qui peut vous sembler complexe ou qu'est-ce qui peut nous sembler complexe. Et comment est-ce que le curseur bouge sur chacun de ces trucs-là quand on est face à quelque chose qui nous met en difficulté, comme peut le faire cette période qu'on traverse. Maintenant, je vous propose une question qui est un peu une question rhétorique, on va dire, mais qui va guider un peu ce qu'on va explorer juste ensuite, qui est, en fait, on pense souvent que face à la complexité, on se dit souvent, il faut que je contrôle. Si j'arrive à mettre sous contrôle, eh ben, finalement, ça me paraîtra moins complexe. Et en fait, on se rend compte qu'avec la suite des événements, etc., plus les choses sont complexes, moins on arrive à contrôler. Et donc, qu'on est face à cette notion de contrôler, finalement, est-ce que ce n'est pas une illusion ? Et est-ce que finalement, la solution, ce ne serait pas simplement d'accepter et d'apprendre à naviguer à l'intérieur de la complexité ? Et donc, la question rhétorique qui va guider un peu la suite, c'est et si ce n'était pas tant la gestion elle-même de la complexité qui pose difficulté, ça veut dire est-ce que finalement, ce n'est pas comment est-ce que je gère, comment est-ce que je contrôle, comment est-ce que je maîtrise, mais le rapport que nous avons à la complexité. Et donc, finalement, la question deviendrait comment passer du contrôle à la navigation. Donc, on accepte qu'on est dans un environnement volatile, incertain, complexe, ambigu, et on plonge un peu dedans et on se dit, mais finalement, la seule chose que je puisse faire, c'est apprendre à naviguer pour ne pas couler. Mais je ne pourrai jamais m'extirper de cette chose-là, la regarder de l'extérieur et puis bien la maîtriser comme on peut faire quelque chose qui peut être compliqué. Donc là, je vais vous reposer une petite question. En fait, l'être humain et le vivant en général, tous les êtres vivants, ont des capacités innées à naviguer dans la complexité, et on navigue dans la complexité en permanence sans vraiment le savoir. Est-ce que vous pensez à des choses dans votre vie ou dans la vie en général qui démontrent ça ? Des idées de ce qu'on navigue en permanence sans même en avoir vraiment conscience ? Quand on conduit. Quand on conduit, ouais. Gestion des 5 sens à la fois, un véhicule, ouais. Quand on conduit un véhicule, pardon, ouais. Quand on marche, quand on élève un enfant. Ouais. Ouais. D'autres idées ? Ok, c'est quand on échange avec quelqu'un, question, réponse, écoute, ouais, une conversation. Ouais. Une argumentation de haut niveau. Ok, super.
Ouais, tout ça, jeux de construction, ouais, tout ça, en fait, effectivement, sont des illustrations de choses qui sont excessivement complexes et dont on n'a pas forcément conscience, en fait, qu'on le fait assez naturellement. Donc, je vais reprendre quelques-uns. Effectivement, la notion d'apprentissage, typiquement, c'est un peu la notion d'adaptation qu'on voyait tout à l'heure. Quand on apprend quelque chose, en fait, on se rend pas compte que quelque chose est devenu automatique. La conduite est un super exemple. Au début, en fait, c'est hyper compliqué, hyper complexe de tout comprendre, en fait, comment tout articuler. Et finalement, quand on a eu son permis, on conduit, on est capable de discuter avec les gens dans la voiture, on est capable de regarder le paysage et on ne se pose même plus la question de tout ce qui est mis en mouvement pour que ça soit possible. L'apprentissage aussi en formation, par exemple, des choses qui sont intégrées progressivement, qui sont extrêmement complexes. C'est comme faire du vélo, ouais. C'est comme le ski aussi. Et puis en plus, on dit qu'on n'oublie pas. Effectivement, il y a une mémoire quelque part physique et mentale du processus. Sur le plan physique aussi, on a tout simplement toutes les fonctions de notre corps, comme par exemple la respiration. C'est excessivement complexe et en fait, on ne se dit pas chaque fois, il ne faut pas oublier de respirer parce que sinon, on risque de mourir. La digestion, le système immunitaire. La digestion, je regardais il n'y a pas très longtemps simplement les microvillosités de l'intestin grêle, qui est un tout petit bout du processus digestif et c'est d'une complexité hallucinante. Donc, sur le plan physique, il y a plein de choses. Quand on se promène dans la rue, le fait, par exemple, d'éviter la collision avec des gens, des objets, quand vous êtes en train de vous promener dans une foule, en fait, vous ne réfléchissez pas de façon tout à fait consciente à la trajectoire que vous adoptez. L'une d'entre vous parlait de la gestion des 5 sens. Effectivement, tout ça, en fait, c'est processer les informations sensorielles et en déduire le comportement qui est adéquat. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de réfléchir. Sur le plan émotionnel, le fait qu'on navigue nos émotions, qu'on le veuille ou non, en fait, si on n'avait pas cette capacité à naviguer cette complexité-là, en fait, on resterait coincé sur une seule émotion toute notre vie. Donc, en fait, on digère en permanence nos émotions et les groupes et les organisations font la même chose. Et au niveau mental, tout ce qui est processer les informations qu'on reçoit, on est bombardé d'informations et certainement de plus en plus. Et en fait, notre cerveau et notre corps les interprètent et nous restituent ou créent des pensées par rapport à ça. On entend souvent parler de nos biais cognitifs et ils sont assez décriés en disant attention, méfions-nous des biais cognitifs, etc. parce qu'ils nous jouent des tours. Alors, certes, oui, mais heureusement qu'ils sont là parce que ça nous permet justement de condenser et d'interpréter les informations qui sont autour de nous. Si je vous dis par exemple la ville de Rome, vous n'allez pas penser tous les micro-détails qui constituent la ville de Rome, les habitants, les ruelles, la nourriture, la politique, etc. Vous allez penser à un truc qui vous fait penser à Rome. Et ça, c'est une agrégation d'informations. Vous seriez capable, si on allait plus loin, d'aller dans les couches successives des informations en question. Mais dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple pour votre cerveau de consolider ça. Et ça, c'est un phénomène qui est complexe. Donc, les biais cognitifs, oui, en avoir conscience et s'en méfier dans certains cas, mais en même temps, c'est eux qui nous permettent justement d'appréhender l'information à laquelle on est confronté. Il y a plein d'autres exemples, mais en fait, cette question-là, pour moi, elle nous permet de réaliser qu'on navigue déjà dans la complexité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcément apprendre, c'est quelque chose dont on doit déjà se souvenir, avoir conscience qu'on navigue déjà, et ensuite aller chercher quelles sont les clés qui nous permettent de faire ça et qu'on peut en conscience activer par rapport aux situations auxquelles on fait face aujourd'hui. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions, des envies de réagir sur ce qu'on a balayé jusqu'à maintenant ? N'hésitez pas à activer le micro ou écrire dans le chat. Ou des envies de partage. Tout va bien ? J'en déduis que tout va bien. Ok. Top. Et du coup, là, je vous propose on va balayer en fait
je vais vous proposer 3 clés pour naviguer dans la complexité. On va simplement nommer les 2 premières et on va passer un petit peu plus de temps, puisqu'on a un temps réduit ensemble, sur la dernière qui a trait justement aux lois du vivant. Donc, quand on est face à de la complexité, on a souvent tendance à se focaliser sur quelque chose, à dire, bon, c'est tellement complexe, il faut que je vois tout de suite ce qui est prioritaire, et donc si j'arrive à me focaliser sur un élément de cette complexité-là, au moins celui-ci sera traité, puis je traiterai les autres après. Et donc cette première clé, en fait, elle peut être un peu contre-intuitive, ou en tout cas pas forcément quelque chose qu'on fait naturellement, mais quand on est face à la complexité, la première clé, c'est d'élargir notre champ de pensée et de perception. Je la commente très rapidement, simplement sur cette diapo-là. J'ai mis pensée et perception, parce qu'en fait, on est dans nos sociétés occidentales, on a beaucoup, depuis Descartes, beaucoup mis l'emphase sur la capacité à penser, à réfléchir de façon rationnelle, de façon logique, etc. Et effectivement, c'est une clé de dire comment est-ce que je peux penser différemment, mais la perception, c'est tout ce qui a trait à ce qui est sensoriel, donc ça peut être les sens physiques, et aussi un peu extrasensoriel. Parfois, c'est ce qu'on peut appeler l'intuition. Je pense qu'on a déjà tous vécu des moments où on se dit « je le sens pas » ou alors « je le sens » ou alors « tiens, j'ai l'intuition que ça va se passer ». Et ça fait partie en fait des choses qui peuvent nous aider justement à avoir une vision un peu plus large de ce qu'on est en train de vivre. Et donc cette première étape, c'est quand on est face à quelque chose de complexe, plutôt que d'aller se dire « je vais zoomer tout de suite sur le premier truc qui me vient parce que ça va me rassurer », c'est comment je prends quelques pas de recul, un peu comme si j'étais un oiseau et qu'en fait je m'envole pour regarder la situation ensemble, pour avoir une vision plus systémique, de dire « ok, ce que je suis en train de vivre, c'est ça, à quoi est-ce que c'est relié ou quelles sont les composantes qui sont associées à ça ?» Ça nous permet d'activer un peu notre curiosité, d'élargir un peu notre plan de compréhension et d'observer potentiellement, d'identifier des pistes de réflexion auxquelles on n'aurait pas forcément pensé avant. Et d'activer ou de travailler, par exemple, des choses comme son intuition. L'intuition, en fait, permet, sans que le cerveau soit trop impliqué, d'assimiler des informations ou d'avoir accès à des informations qui vont nous servir par la suite. Donc ça, je ne la commande pas plus que ça, mais simplement, pour moi, c'est hop, on prend des pas de recul, on essaye d'observer l'ensemble du système. Évidemment, si on en reste là, ce n'est pas hyper rassurant et on n'a pas forcément vachement avancé. Donc, c'est vraiment la première clé. La seconde clé, c'est une fois qu'on a eu cette vision un peu holistique et globale, ça nous permet d'identifier justement ce qui est essentiel. J'aime bien le voir comme si vous avez un peu la vision d'un système avec plein de choses qui sont interconnectées. Vous allez pouvoir, même visuellement, si vous le cartographiez, par exemple, voir ce qui est au nœud, ce qui est vraiment ce qui joue le rôle de nœud. Dans un système organisationnel ou dans un réseau d'organisation, une organisation nœud, par exemple, c'est celle qui va être très connectée avec les autres. Quand vous allez identifier, par exemple, si vous cartographiez un système de problématiques auxquelles vous êtes confronté, vous allez voir en fait les sujets qui sont un peu les sujets charnières qui sont connectés le plus avec les autres. Et souvent, ça nous permet du coup d'identifier ce qui est le plus essentiel. Donc, la clé 1 et la clé 2, elles sont couplées, l'une sans l'autre. En fait, si on fait la 2 avant la 1, on n'a pas la vision globale. Et si on fait la 1 et on s'arrête là, en fait, on n'est pas plus avancé que ce qu'on était, sauf qu'on a une vision encore plus large de ce qui est complexe. Donc, élargir notre champ de pensée de perception, se recentrer sur l'essentiel. Et ensuite, la troisième clé, et celle sur laquelle on va s'attarder un petit peu, et on va pouvoir aussi réfléchir tous ensemble sur ce sujet-là, c'est face à la complexité, on se rend compte qu'on ne peut pas contrôler. Et aussi, on se rend compte que tous les points d'appui, tous les repères, les référentiels sur lesquels on comptait jusqu'à maintenant, ils sont remis en question. Voire même, ils explosent en vol. Tout ce qu'on pensait être normal, le 18 mars, ça a quand même ça a été remis en question, quoi. Et donc, face à une perte de repères, la question qu'on peut se poser, c'est sur quoi est-ce que je peux compter ? Si finalement tous les repères que je pensais vraiment solides jusqu'à maintenant, je me rends compte qu'ils ne sont plus si solides, sur quoi est-ce que je peux compter? Et donc, moi, je me suis intéressée à est-ce qu'il y a des principes fondamentaux qui sont fiables et sur lesquels on peut compter, peu importe les situations dans lesquelles on est. Et pour ça, ça m'a amené en fait aux lois fondamentales du vivant.
Et on va voir qu'il y a 3 caractéristiques même qui sont super importantes et qui font que ça les rend fiables. Alors, qu'est-ce que c'est déjà les lois fondamentales du vivant? Et ce principe de dire prendre appui sur ces lois-là, c'est déjà de se dire le vivant qui existe depuis 3,8 milliards d'années, la vie sur Terre est apparue à ce moment-là. Pour vous donner juste un indicateur, Homo sapiens sapiens, donc l'espèce à laquelle on appartient, est apparue il y a à peu près 200 000 ans. Donc la vie nous a précédés je ne compte même pas 3,8 milliards d'années, quoi. Donc, et elle a ce vivant-là a une intelligence naturelle qui est en nous, bien sûr, puisqu'on est vivant, et qui peut nous servir pour éclairer les situations qu'on vit. Et la puissance de cette intelligence-là, c'est qu'elle nous permet de retrouver la simplicité au-delà de la complexité. Et quand je dis au-delà de la complexité, c'est que c'est l'illustration que j'aime bien prendre, c'est quand ça nous est déjà tous arrivé d'avoir une discussion avec quelqu'un, il y a un truc qui nous prend un peu la tête, on appelle un ami ou un proche ou ou un collègue, on dit voilà, et puis on discute pendant une demi-heure, on part dans tous les sens, on dit oui, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis au bout d'une demi-heure, on dit ah mais en fait, c'est juste ça. Et c'est cette simplicité-là dont je veux parler, c'est qu'en fait, on n'a pas renié la complexité, on a plongé dedans et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était essentiel, qui était extrêmement simple. Et pour moi, ces lois-là nous permettent justement de regarder ça. Et donc, comment est-ce qu'on prend appui là-dessus? Donc, j'ai parlé un peu des codes du vivant. En fait, la vie existe depuis 3,8 milliards d'années et en fait, elle a été maintenue, elle s'est développée par un petit nombre de codes qui la régissent. Et j'en viens aux 3 caractéristiques qui sont super importantes pour que ce soit fiable. C'est pour que ce soit fiable, ces codes-là, on se rend compte qu'ils sont neutres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de nous dire c'est bien, c'est pas bien, il faut que, il ne faut pas que. Donc on sort de cette dualité-là. La seconde chose, c'est qu'ils sont observables, et on va le voir, on va prendre 2 lois juste après là, pour illustrer un peu ce que ça peut donner. Ils sont observables, c'est-à-dire que vraiment on peut les voir à l'œuvre. Et ça, c'est important. Moi, je suis une scientifique à l'origine, donc d'avoir la capacité de se dire effectivement, ça veut dire quelque chose dans ma vie et je l'observe. Et la troisième caractéristique, c'est qu'ils sont inspirants et non pas prescriptifs. Ça veut dire que là, ce que je vais vous présenter dans les 2 lois, c'est qu'est-ce que ça vous inspire et c'est pas qu'est-ce que ça vous dit de faire. Parce que face à la complexité, on a aussi tendance en fait à rétrécir notre champ et donc à rester bloqué dans le domaine dans lequel on expérimente cette complexité-là. Et donc, on va chercher la solution dans ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec pas mal d'organisations, et notamment des entreprises. Et en entreprise, je me rendais compte que le champ de vocabulaire utilisé était quand même assez rétréci. Ça veut dire qu'en fait, on était tout le temps en train d'utiliser les mêmes mots pour décrire des choses qui étaient potentiellement différentes. Et donc, avec une inspiration extérieure, ça nous projette dans d'autres domaines. On va aller regarder ce qui se passe dans la nature, on va regarder ce qui se passe dans la psychologie, on va regarder ce qui se passe, ça peut être, je ne sais pas, dans complètement d'autres secteurs, et ça va nous donner des idées. Donc, c'est ces 3 caractéristiques-là, observables, neutres et inspirants, qui permettent justement d'ouvrir ce champ et de les rendre fiables, puisque finalement, ils ne disent pas que c'est une vérité, enfin, c'est une vérité absolue ou un dogme ou un outil, c'est simplement comme une paire de lunettes ou une grille de lecture. Et donc, d'où viennent les lois sur lesquelles moi je m'appuie dans les accompagnements? Je ne les ai pas inventées, sinon elles ne seraient pas universelles. Et je me suis beaucoup inspirée, au début je les ai cherchées dans la discipline du biomimétisme, qui est le principe de s'inspirer de ce qu'on observe dans la nature pour créer des nouvelles technologies, des nouveaux produits, ou réfléchir à nos organisations, comme par exemple quand on observe les fourmis, les abeilles, comment elles interagissent entre elles, comment est-ce que ça peut nous donner des idées pour notre façon de s'organiser, notre gouvernance. Et en fait, je ne trouvais pas justement ces 3 caractéristiques-là là-dedans. Et donc, j'ai fait une rencontre un jour qui a été fabuleuse d'une femme qui m'a dit « Mais si tu cherches des principes neutres, pourquoi est-ce que tu n'irais pas regarder dans les philosophies anciennes, à l'époque où le job des philosophes, c'est un peu toujours le cas aujourd'hui, mais c'est d'observer le vivant et puis en déduire des enseignements pour notre nature humaine. »
Et donc, on a travaillé ensemble là-dessus et j'ai notamment trouvé une inspiration assez forte dans la philosophie hermétique. Donc, ça fait un peu peur, hermétique, comme ça veut dire c'est un peu obscur, ésotérique, etc. Et moi, tout le travail que j'ai fait là-dessus, c'est justement comment est-ce que quelque chose qui peut paraître philosophique et un petit peu perché, un peu ésotérique, a une vraie réalité dans notre vie et surtout comment est-ce que ça peut nous être utile. Donc, ce que je vous propose là, on ne va pas avoir le temps de toutes les regarder, il y en a 7. On va en regarder 2. Et surtout, l'idée après, c'est un peu de voir comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. Donc, je vous inviterai à vous mettre un peu dans des petits groupes pour avoir un échange un peu libre là-dessus. Et les 2 qu'on a choisis avec Vera et Gladys, c'est 2 qui nous paraissent être assez prégnantes en ce moment dans ce que vous pouvez vivre. Et je pense qu'il est vécu aussi par beaucoup de personnes en ce moment. Et donc, à chaque fois, je vais vous proposer la loi avec le visuel qui va avec, vous demandez qu'est-ce que ça vous inspire en lisant juste l'intitulé, et ensuite on ira regarder plus dans le détail ce que ça peut amener face à la complexité. Alors la première qu'on va regarder, c'est la loi de polarité qui dit tout est double. Alors qui dit en fait, la citation elle est extraite d'un texte justement issu de la philosophie hermétique qui s'appelle le Kybalion. Donc, tout ce que vous allez voir entre guillemets, c'est ce texte-là, et ensuite, le reste, c'est l'apport que je peux faire. Donc, cette loi-là dit « Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a 2 extrêmes. Les pôles opposés sont de nature identique, mais de degrés différents. Les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pareil, dans le chat ou activez votre micro pour... Le bien et le mal. Mm-hmm. Il y a quelque chose de politique. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. C'est actuellement trop compliqué. Une situation qui peut s'observer de manière opposée en fonction du point de vue que l'on adopte. Est-ce que, Renaud, je peux demander, il y a quelque chose de politique presque là. Qu'est-ce que vous ou tu entendez par là? Sans vouloir faire une boutade, il y a une notion de en même temps, quoi. Ouais. C'est que oui, c'est aussi ce qui a été dit dans le chat. C'est quelque chose de très... ouais, en fonction des différents points de vue, on peut adopter une notion d'un certain point de vue ou non. Enfin, c'est clairement ça que j'entends. Ouais. Mm-hmm. Les politiques s'en servent beaucoup, oui. Oui, sans vouloir trop troller, oui. Ouais. Changer ses habitudes de faire pour définir un autre modèle. Mm-hmm. La schizophrénie, Vincent. Schizophrénie, ouais. Ok, donc ce que je vous propose là, en fait, c'est de regarder. Donc pour les 2 principes, je vais vous proposer non pas l'interprétation, puisque chacun l'interprète comme ça lui est, comment dire, comme ça lui parle. Et puis je peux pas prétendre d'avoir l'interprétation exacte pour quelque chose qui est, comment dire, justement un peu neutre et flou comme peuvent l'être ces textes-là. Je vais vous proposer des inspirations par rapport à ce que j'ai pu voir moi dans les accompagnements que je fais et les expériences que j'ai pu avoir, des illustrations dans la vie de tous les jours, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'en fait ils s'observent vraiment concrètement, que ce soit pas simplement comment dire des expériences de pensée, quoi. Et puis une invitation, c'est à quoi est-ce que peut nous inviter cette loi-là.
Et il y en a d'autres, des invitations. Là, je les ai vraiment, j'ai mis les principales sur cette carte-là. Donc, je le relis parce qu'elle est un peu longue. C'est une des plus longues, en fait. Donc, le principe de polarité qui dit tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes. Les pôles opposés sont de nature identique, mais de degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. La première inspiration que je vous propose, c'est de dire effectivement quand quelque chose existe, son opposé existe aussi. C'est très inconfortable de se dire ça. C'est Simone Weil qui disait quand vous pensez à un argument, pensez immédiatement à son contre-argument parce qu'il est certainement vrai aussi. Pour moi, on l'observe effectivement énormément dans tous les débats politiques, c'est le et en même temps. Alors parfois, ça peut être une même personne qui va dire un truc et son contraire en une phrase et demie. Mais aussi dans les points de vue politiques. Tous les débats politiques qu'on peut entendre, même dans notre cercle amical ou notre cercle de proches, souvent, en fait, ça peut durer des heures et des heures et des heures parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'argumentent et se contre-argumentent, et c'est une question de point de vue quelque part. Notre inspiration qui est les opposés sont deux aspects de la même réalité. Ça, on va le revoir après, mais en fait, ça peut s'appréhender facilement quand on regarde, par exemple, la notion de température. Le chaud et le froid, c'est deux aspects d'une même réalité, la même réalité qui est la température. C'est la même chose pour le jour, la nuit, etc. Une autre inspiration qui est les extrêmes se ressemblent. Ça, pareil, ça peut déranger un petit peu, mais pour moi, ça s'observe aussi en politique quand on regarde, par exemple, deux opinions extrêmes ou deux partis extrêmes. Quand on regarde dans le détail, si ce n'est sur les idées, ça peut être aussi sur les comportements. Donc, il y a une forme de ressemblance entre des choses qui peuvent paraître opposées. La quatrième inspiration, c'est qu'il y a un continuum entre deux extrêmes et de multiples façons de décrire une même notion. Ça, c'est la notion un peu de dire on sort de la dualité et on se rend compte qu'en fait, c'est un spectre. Ça veut dire qu'entre quelque chose et son opposé ou son inverse, il y a tout un spectre de possibilités ou de choses qui existent entre les deux. C'est aussi la notion de relativité qui a été démontrée en physique. Voilà, on vit dans un monde qui est relatif et donc, selon comment on se positionne sur le spectre de quelque chose, il y a toujours plus ou toujours moins. Les illustrations, donc il y en a plusieurs en physique-chimie qui sont assez parlantes, je trouve. Déjà, je ne sais pas si certains d'entre vous sont un peu familiers avec des principes de base de la physique quantique, mais la physique quantique, très simplement, en fait, a étudié, c'est la science de l'infiniment petit. Donc l'astronomie, c'est l'infiniment grand. La physique mécanique, c'est ce qui est macroscopique, ce qu'on peut voir. Et la physique quantique, c'est l'infiniment petit. Et Newton, après Newton, en fait, Newton qui avait étudié donc, la physique dès ce qu'on peut observer, il y avait des physiciens qui se sont dit, mais moi, je vais aller regarder dans l'échelle la plus petite et trouver la particule élémentaire de matière sur Terre. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au moment où ils avaient cru trouver la particule élémentaire, donc la plus petite particule de matière sur Terre, ils se sont rendus compte, pouf, elle disparaissait. Et donc, en fait, cette petite particule, la plus petite, elle prend soit la forme de particule, soit ce qu'on appelle de fonction d'onde, c'est simplement une onde électromagnétique, de la vibration. Et donc, c'est impossible de prédire quand est-ce qu'elle sera sous forme de particule ou sous forme de fonction d'onde. Donc, c'est vraiment une coexistence de ces deux états opposés. Les charges positives et les charges négatives dans les électrons, les atomes, etc., il y a toujours une coexistence. Et un autre élément qui est intéressant, je trouve, c'est quand il y a une réaction chimique qui a lieu, vous mettez deux produits chimiques ensemble, pour que la réaction puisse avoir lieu entre les deux, il y a besoin d'une forme d'antagonisme entre les deux. Appliqué à des interactions humaines, par exemple, si tout le monde était tout le temps d'accord, il n'y aurait jamais rien de nouveau qui serait créé. Et donc, c'est cet antagonisme, c'est ces controverses qui font qu'il y a une étincelle qui se crée entre deux personnes ou entre deux groupes et qui font qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut se créer. Sur la notion de les opposés sont deux aspects de la même réalité, on a aussi cette notion que le froid se réchauffe et réciproquement, l'humide sèche et réciproquement. Ça veut dire qu'en fait, on parle bien de choses qui peuvent être similaires, mais qui peuvent prendre des formes différentes selon la position dans laquelle on est. Et ensuite, la relativité, ça,
on la voit partout dans le monde physique, quelque part, le jour, la nuit, c'est un continuum. C'est très difficile de se dire, là, le jour, paf, il apparaît à ce moment-là, et la nuit, elle apparaît à ce moment-là. Si vraiment vous êtes, pas si vous avez déjà vécu des levées de soleil ou des couchers de soleil, est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, là, ça y est, c'est à cet instant précis qu'il commence à faire jour ou nuit? C'est très difficile. Le chaud, le froid, la gauche, la droite, moi, j'aime bien me dire, si je pars à l'est et que je continue à l'est, je reviens par l'ouest. Donc voilà, continuum et relativité. Et l'invitation, je vais passer à la slide d'après, je regarde juste dans le chat, comment définir l'extrême? Est-ce que vous voulez bien simplement préciser un peu votre question? Alors c'est P. Favi, je ne sais pas qui est le prénom. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je m'appelle P. Favi d'ailleurs, mais c'est Pascal Favier du 109. D'accord. Tu peux te renommer, tu sais, en cliquant avec un clic droit sur ta diapo. Ah d'accord. Non, c'est la question. Oui, c'est la question de l'extrême, parce que quand on définit un peu rapidement, par exemple, vous parliez de politique tout à l'heure, mais on peut l'appliquer à pas mal de situations. La situation de l'extrême, c'est qui parle ou d'où on parle, en fait. Ça pose cette question qui est quand même assez fondamentale. Ouais. Et qui est aussi… Donc, c'est ce qui me fait dire comment définir les extrêmes, parce qu'on a une vision, par exemple, dans les situations qu'on peut vivre, si on ramène ça du managériat, de la direction, de ce qu'on veut, ou des situations personnelles qu'on peut vivre, où on est des fois dans des extrêmes, on est un peu ou dans des choses un peu radicales ou qu'on considère comme étant extrêmes. Mais est-ce que c'est vraiment de l'extrême en réalité par rapport à une conduite? Est-ce que c'est le normal qui fait le point central et qui définit les extrêmes, ou est-ce qu'on est possiblement dans autre chose? Surtout si on est dans une idée de navigation. Parce que la notion même de navigation, moi, m'inspire quelque chose qui serait décentré en permanence. Donc, en étant décentré en permanence, mentalement, ça veut dire que les extrêmes sont potentiellement différents en permanence. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Merci beaucoup, Pascal. Super intéressant. Et effectivement, ça pose la question de la notion d'absolu. Est-ce qu'il y a un normal absolu? Est-ce qu'il y a des extrêmes absolus? Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir consensus sur le fait que ça, c'est effectivement extrême, ça, c'est effectivement normal? Et je pense que c'est un peu le cheminement un peu de l'être humain qui a cherché justement à normer les choses, à définir les choses, à se dire, mais ça, c'est une vérité absolue quelque part. Et en fait, on se rend compte que c'est très difficile de fixer quelque chose. Et c'est aussi, ça fait écho à un autre principe du vivant qui est le principe de vibration, qui dit que tout est tout le temps en mouvement. C'est très difficile de fixer, de se dire ça ne bougera plus. Et c'est quelque chose qui est considéré de la même façon par l'ensemble des êtres humains. Et donc, effectivement, dans cette notion de navigation, pour moi, je le ressens aussi, cette notion de… On est en permanence décentré par rapport à ce qui nous est proposé ou ce qu'on vit. Et le seul centre, quelque part, qui soit fixe, c'est notre centre à nous et notre perception des choses. Mais du coup, ce principe-là, pour moi, il invite à justement… si on se dit que si on se rappelle que tout est relatif, finalement, comment se situent les gens autour de moi, ou ça peut être dans mon organisation ou les organisations autour de moi par rapport à ce même sujet, et comment est-ce qu'on crée comment est-ce qu'on arrive à comprendre où on se situe chacun sur le spectre, et qu'est-ce que nous on considère comme étant extrême, normal, souhaitable, sachant que il n'y a pas forcément une définition absolue de la chose, parce que quelqu'un d'autre qui aurait un autre regard pourrait penser différemment. Donc c'est un peu, ça déstabilise, et en même temps, et ça m'amène vers les invitations, ça amène à chercher un centre ailleurs que ce qu'on aurait pu penser qui aurait été un centre défini par l'extérieur.
Et donc, les invitations que je vous propose, c'est déjà la première chose. On dit toujours un problème commence à être résolu quand déjà on en prend conscience. Donc, c'est déjà de se dire finalement, la polarité amène aussi la notion de paradoxe et de se dire quels sont les paradoxes majeurs auxquels je suis confrontée aujourd'hui en tant que dirigeant, parce que ça commence toujours par soi. Et ça peut être aussi au niveau de notre organisation. Alors, sur les différents plans, je ne vais pas les détailler, ça c'est vraiment pour être puriste quelque part, c'est de dire, est-ce que mes paradoxes, c'est plutôt des paradoxes sur le plan physique des événements qui se passent? Est-ce que c'est un paradoxe émotionnel? Tout à l'heure, moi, je mentionnais le côté, je suis à la fois inquiet et pas du tout inquiet. Un client m'avait dit ça pendant le premier confinement. Est-ce que c'est un paradoxe mental, des pensées qui se contredisent? Est-ce que c'est sur le plan individuel ou sur le plan collectif dans les organisations? Est-ce que c'est intérieur-extérieur? Ça, je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça peut être, est-ce que c'est par rapport à moi ou par rapport à nous, dans notre organisation? Est-ce que c'est vis-à-vis du reste du monde? Donc déjà, juste de les nommer. Quels sont ces paradoxes-là? Et c'est quoi ceux qui sont les plus difficiles à naviguer? Là, on est vraiment sur se recentrer sur l'essentiel. C'est se concentrer d'abord sur ce qui c'est le plus gros caillou dans la chaussure, quoi, la plus grosse épine dans le pied. Quand on est dans quelque chose de complexe ou de difficile à naviguer, on ne va pas essayer de s'attaquer à tout, on va essayer de s'attaquer aux trucs qui nous embêtent le plus. Ensuite, une deuxième invitation, donc c'est pas forcément chronologique, hein, mais une deuxième invitation de ce principe-là, c'est, je disais tout à l'heure, les opposés sont des rôles. En fait, souvent, quand on ressent quelque chose ou quand on observe quelque chose, des événements qui peuvent paraître contradictoires, chacun a un rôle. Donc, si on ça peut être un peu une expérience de pensée, même si on a du mal à le concevoir, de dire s'ils avaient un rôle, ils serviraient à quoi? Par exemple, pour moi, quelqu'un qui peut avoir un point de vue hyper extrême sur un sujet sur lequel moi je ne me sens pas du tout extrême, dire son point de vue a un rôle. Ça peut être, c'est un empêcheur de tourner en rond, ça peut être quelque chose d'autre. Quand on est face à un paradoxe émotionnel, moi j'avais travaillé ça avec un client justement qui disait je suis à la fois inquiet et pas du tout inquiet. On avait regardé chacune de ces voix-là, entre guillemets, et quel rôle elles ont, chacune. Il y en avait une qui était un rôle de vigilance, de sécurité, etc. Et l'autre qui avait un rôle de maintenir l'énergie, quoi, de se dire on peut envisager autre chose, on peut créer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une question intéressante à se poser quand on a identifié les paradoxes qu'on est en train de vivre. Je parlais de réaction chimique tout à l'heure, en fait, de dire pour qu'une réaction chimique puisse avoir lieu et donc que quelque chose de nouveau soit créé, il y a besoin d'avoir des molécules antagonistes. Donc les opposés, s'ils réagissent ensemble, s'ils se parlent, par exemple, si on leur donne la parole, et je vous donnerai un petit exercice ensuite si vous avez envie de le faire par la suite. S'ils se parlent entre eux, qu'est-ce qu'ils ont à se raconter et quelles sont les informations que je peux tirer de ce dialogue-là. Ensuite, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est la notion de transmuter les polarités, c'est un peu glisser sur la rampe. Les polarités, c'est un peu un spectre continu, et donc ça nous permet de comprendre, par exemple, les conflits qu'on peut observer au sein de notre organisation ou à l'extérieur de l'organisation sur un même sujet. De dire, OK, j'ai ce point de vue-là, et j'ai un point de vue fort, je peux avoir un point de vue fort, mes collaborateurs ou les organisations d'à côté ont un point de vue qui est très différent. Comment est-ce que je peux me déplacer sur la rampe pour aller à leur rencontre? Et pas forcément, ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec eux, mais simplement comprendre leur point de vue. Plutôt que de rester là où je suis et simplement répondre avec mes arguments sur dire tu as tort parce que moi je pense ça et j'ai raison. Donc c'est un principe qui est assez utile pour la gestion de tensions, de conflits, pour vraiment aller comprendre chez l'autre pourquoi, qu'est-ce qui fait que lui, il est à cet endroit-là du spectre alors que moi, je suis ici. Sans forcément se dire, je vais changer d'avis. C'est simplement de dire, j'ai la curiosité d'aller voir ce qu'il pense là où il est. Et la dernière, et j'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses là, donc c'est vraiment, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle le plus, le reste, laissez-le de côté. Moi, je vous enverrai de toute façon ces diapos-là si jamais vous avez envie de les revisiter. Voilà, là, en fait, je vous envoie plein de trucs. C'est ce qui va percuter pour vous qui va vous servir. Et le reste, ça sera toujours là si vous avez envie de revenir après. La dernière invitation, c'est les opposés coexistent. Si on se dit les opposés coexistent, ça peut être utile parfois de se dire qu'est-ce qu'il y a en face de ce que je perçois.
c'est quoi l'autre pôle? J'avais un autre client il y a quelques mois qui m'avait dit, en fait, je suis totalement dans la peur. Et je suis, mais alors, il était presque tétanisé, sidéré et incapable d'envisager autre chose au moment où on s'est parlé. Et dans des moments comme ça, on a l'impression d'être un peu emprisonné, un peu immobile et pas savoir, enfin, la réaction à la peur, il y en a trois. Hein. Il y a soit la sidération et donc je ne bouge pas, soit je combats, soit je m'enfuis. Et parfois, quand on est dans la peur, on est sidéré. Et la seule chose qui puisse nous remettre en mouvement, c'est quoi le pôle qui est en face. Si la peur existe, l'opposé coexiste. Et elle est peut-être beaucoup plus faible, l'opposé est peut-être beaucoup plus faible et peu perceptible, mais il y a quelque chose en face. Et donc, je lui avais posé cette question-là, il y a quoi en face de la peur? Et c'était important que lui aille regarder, et il l'avait nommé, comment il l'avait nommé? Je crois qu'il l'avait nommé espoir. Il y en a qui, en face de la peur, vont se rendre compte qu'à l'instant T, c'est de la joie ou de l'enthousiasme. Lui, c'était de l'espoir. Mais il me dit, mais l'espoir, il est tout faible, là, il n'y a rien, etc. Et donc, en fait, on a travaillé sur l'espoir plutôt que de travailler sur la peur et essayer d'arrêter la peur. On a travaillé plus sur le pôle opposé pour le faire grandir. Voilà pour la polarité. Est-ce qu'il y a des envies de réagir ou des résonances particulières que vous aimeriez partager au groupe? Parce que vous avez aussi tous beaucoup à apporter. Moi, je pose simplement quelque chose au centre et vous avez justement vos expériences, les échos qui peuvent enrichir ce que les autres peuvent vivre aussi. Peut-être une situation que voilà, vous vous dites tiens c'est vrai ça m'a parlé et je le raccroche à quelque chose que je peux vivre en ce moment. Ok. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit temps, pas très longtemps, on va se prendre peut-être 10 minutes en sous-groupe de 4 personnes, un truc comme ça, pour voilà, échanger peut-être ensemble sur ça, sur qu'est-ce que ça vous a évoqué, est-ce que ça vous a parlé, qu'est-ce qui vous a moins parlé. Et peut-être, voilà, c'est un instant pour échanger entre vous sur là où vous l'observez, comment ça informe ce que vous pouvez être en train de vivre. On va se donner 10 minutes, on reviendra ensuite et pour aller regarder ensuite le principe du rythme, qui est le second qu'on observera. Ça vous va? Si vous voulez partir avec ça, n'hésitez pas à prendre une capture écran si vous avez envie de pouvoir vous y référer pendant ce temps-là. Et puis, moi, je prépare les sous-groupes. Tiens, c'est marrant, Gladys, j'ai pas l'option sous-groupe. Alors, attends. Décidément, Gladys, ton Zoom, ça va pas du tout, quoi. Mais oui, mais on n'a pas assez, on n'a pas l'option. Ah ouais. Ah mince. Je l'ai pas sur. Pourtant, je suis bien haute, je crois. Ouais. Bon, ben, on n'a pas l'option sous-groupe. Ouais, je suis désolée. Ce qu'on s'était dit, c'est que c'était dans toutes les options, mais. C'est pas grave, c'est pas grave, on va faire ça. Mais du coup, je vous re-challenge et je vous repose la question, Voilà. parce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui veut se lancer et partager un peu les échos que ça fait pour lui ou pour elle. Gladys, Steve. Ok, alors moi, ce ne serait pas du tout une expérience ou une situation, mais en fait, ce que tu disais, Margot, ça m'évoque beaucoup ce qu'on travaille pas mal à la Fédélima et ce que chacune travaille aussi beaucoup dans son projet, c'est la notion des droits culturels, qui nous oblige pas mal à décentrer justement notre façon
de travailler nos projets en partant plutôt des personnes et de ce qu'ils sont et de leur culture au pluriel, plutôt que de partir d'une culture à donner ou à montrer ou à donner à voir aux personnes. Et du coup, je trouve que et il y a aussi dans la notion des droits culturels la question de la mise en débat et du dialogue et voire du dissensus qui provoque en fait des choses nouvelles, qui provoque de l'agitation et qui provoque aussi des changements de paradigme dans les projets. Et du coup, voilà, c'est ce que ça m'évoquait en fait dans ce que tu disais. Et ça conforte aussi, en tout cas, cette question des droits culturels que nous, on essaye de vraiment intégrer. Super, super intéressant, merci. D'autres résonances? Oui. Ce qui fait écho un petit peu à la situation qu'on a vécue et qu'on continue à vivre en ce moment, c'est le changement de positionnement justement par rapport aux choses qu'on maîtrise et aux choses qu'on ne maîtrise pas. Et j'ai constaté quand même qu'en mettant vraiment de côté tout ce qu'on ne pouvait pas maîtriser, on éliminait une grande partie des incertitudes, des angoisses, et ça permettait quand même d'avancer plutôt que d'être... Le premier réflexe, c'est d'être bloqué, c'est de dire on ne peut rien faire. Et une fois qu'on a quand même réussi à virer tout ça, ça on ne maîtrise pas, ça on ne maîtrise pas, on essaye quand même de se concentrer sur des choses sur lesquelles on peut agir. Et puis après, ce qui arrivera de façon complètement contrainte, on prendra à ce moment-là, quoi. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à essayer de pouvoir avancer en ce moment. Donc, c'est vraiment un changement de positionnement par rapport aux événements extérieurs, en tout cas. Merci Alain. Ouais, ça nous force à nous recentrer. Il y a un petit outil que j'aime bien, qui est ultra simple, qui est de se poser la question de qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que j'influence et qu'est-ce que je maîtrise pas et que j'influence pas. Et de se poser cette question-là, ça nous force à revenir un peu au centre et à se dire, bon, finalement, je ne suis qu'une personne et j'ai un champ d'action qui est limité par le fait que je ne suis pas omniscient et je ne peux pas agir sur tout. Et donc, se rappeler ça nous permet effectivement de réduire aussi le champ de complexité. Merci Alain. Ouais, Gladys? Oui, moi, ça me renvoie un peu dans la période qu'on vit là et qu'on a vécue. C'est tout le spectre de la façon de réagir des gens vis-à-vis de cette complexité. Et du coup, c'est parfois difficile à manager, dans une même équipe, quand il y a plein de façons de réagir. C'est parfois pas évident de trouver un sens un peu commun. Et du coup, le fait de se dire, chaque façon d'être vis-à-vis de la difficulté, elle est signifiante et elle dit quelque chose et elle peut avoir un sens. Je trouve ça super intéressant comme façon de voir. Il y a une chose qui est la mise en mots des choses. En fait, on passe aussi beaucoup de temps à interpréter. C'est un trait humain. Enfin, je connais personne qui interprète absolument rien. Et donc, d'interpréter là où sont les autres. Et le fait de mettre en mots, c'est un peu la première invitation, de se dire de prendre conscience et d'arriver à mettre des mots sur je suis là et je pense ça dans une équipe. C'est extrêmement précieux parce que ça permet à chacun de se situer et ensuite de se dire finalement, on pense tous des trucs qui peuvent être différents, mais qui sont certainement super utiles pour nous sortir éventuellement d'un pétrin dans lequel on est ou pour réfléchir à des choses nouvelles auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, etc. Dans un écosystème naturel, chaque espèce, en fait, il ne se pose pas de la question de qui a raison, qui a tort, ou est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. En fait, chacun a sa place, chacun a un rôle, et ils peuvent avoir des rôles antagonistes ou opposés, mais finalement, c'est la diversité des espèces qui sont présentes et de leur rôle qui fait que l'écosystème peut survivre. Et c'est la diversité aussi des réponses de chacun à une agression extérieure ou une perturbation de l'environnement qui permet à tout le monde en fait de survivre et se développer là-dedans. Oui, Erwan? Oui, moi c'est vrai que je trouve c'est en écho à ce qui était dit avant, mais que dans un contexte qui est tellement incertain, on se sent tous assez agressés, je crois, par l'incertitude et qu'on a tendance à réagir beaucoup et à être parfois dans le fossé d'intention entre personnes, mais même vis-à-vis de l'extérieur, en pensant que
des choses sont dites, pensées, émises, voilà, avec des intentions cachées, alors que la loi de polarité, là, je trouve, théorise bien le fait que c'est extrêmement relatif, qu'on est hyper pris aussi dans l'émotionnel et tout ça. Donc, ça aide sans doute à éviter d'être dans une brutalité aussi, et même à son corps défendant, parce qu'on conteste la propre insécurisation de l'autre et tout ça, quoi. Ça peut vraiment détendre, je pense. Et on navigue peut-être mieux en étant détendu qu'à cran. Merci, Erwan. Ouais. Ben, ouais, ça me fait écho aussi ce que dit Erwan. Et puis d'une manière générale, c'est vrai que ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'injonctions paradoxales en fait aujourd'hui, et beaucoup aussi justement de manières d'interpréter la situation et en réaction très différentes en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que l'un apporte à l'autre, parce que effectivement ça peut virer au conflit parfois même. Enfin, il y a des procès d'intention des uns des autres. Enfin, moi, je vivais vraiment la définition même de résister à ce qui nous arrive aujourd'hui. Elle n'est pas du tout interprétée, par exemple, de la même manière selon les adhérents et en interne aussi aux équipes. Et du coup, ça peut peut-être justement, plutôt que de le voir comme un conflit où ça rajoute une couche d'agression entre chacun, on peut peut-être justement le dénouer par cet aspect d'accepter la diversité des points de vue et que l'un apporte à l'autre, en fait. Aujourd'hui, je trouve qu'on assiste aussi beaucoup, enfin, c'est mon point de vue personnel, hein, donc à une polarisation. Enfin, certains médias, par exemple, jouent beaucoup sur cette loi-là, en fait, de dire en fait, on vit quand même dans un monde qui est relativement duel, et la polarité essaie justement un peu la réconciliation des dualités, mais il y a encore beaucoup comment dire, beaucoup d'énergie qui est consacrée à essayer de reséparer les choses, et parce que ça sécurise de se dire c'est ça ou c'est ça. C'est plus simple d'avoir deux choix plutôt que les deux, et donc c'est un effort presque quotidien de revenir sur ce spectre et de se redéplacer, de se souvenir aussi, ok, là en fait je me sens en insécurité parce qu'en fait j'ai un point de vue en face qui n'est pas le mien, et comment est-ce que j'arrive à finalement me dire, ok, ce point de vue-là, je vais l'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément me convaincre, mais voilà. Et donc, cet effort sur la polarité est presque, comment dire, devient plus important encore, parce qu'il y a des énergies qui font qu'on essaie de séparer, de dire, est-ce que vous êtes pour ça ou contre ça, peu importe le contexte presque. Donc voilà, effectivement, ça invite à revenir un peu se déplacer au centre, et puis à se dire finalement qu'est-ce qui me semble juste, plutôt que qui a raison, qui a tort, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres envies de partage sur cette loi-là, avant qu'on passe à celle du rythme ? Ok, je vais passer du coup, basculer sur la prochaine, qui est, si j'arrive, voilà, le principe du rythme. Donc, je vais vous le lire aussi. Ah ouais, c'est les deux plus longs, en fait, le rythme et la polarité. Tout s'écoule au dehors et au dedans. Tout a ses marées, tout évolue puis dégénère. L'oscillation du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son amplitude à droite est identique à celle à gauche. Le rythme se compense. Donc, je vais vous poser la même question pour la polarité. Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça, juste en lisant? Je vous laisse le temps de le relire. Parce que... La régularité, invitation encore à relativiser, qu'on ne vit pas dans quelque chose de statique. Ouais, super riche, top.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui est vrai un jour peut être faux le lendemain. Mm. La notion d'équilibre. Changement d'état d'esprit, ouais. Organisme vivant évolutif. Super, super riche. Donc, comme pour la polarité, je vais le relire et puis ensuite, on va regarder ensemble quelques inspirations dont vous avez déjà. En fait, il y en a déjà plein qui sortent, donc c'est top. Donc, je relis. Tout s'écoule au dehors et au dedans, tout a ses marées, tout évolue puis dégénère. L'oscillation du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son amplitude à droite est identique à celle à gauche. Le rythme se compense. Alors, dans les inspirations, dans tout ce que vous avez dit, ça me parle beaucoup. Et en plus, il y a plein de choses sur différents plans, le plan physique de ce qu'on peut observer, le plan émotionnel, le plan mental et aux différentes échelles. Donc, effectivement, la première, ça peut être, en tout se manifeste un mouvement de flux et reflux, un cycle de régénération-dégénération. Je crois que Steve, tu mentionnais la vie et la mort, effectivement, régénération, dégénération, tout est cyclique en fait comme ça. On va voir d'autres exemples de cycles, mais je pense que c'est peut-être une des inspirations les plus parlantes. Toute chose émerge d'autre chose et se dissout dans autre chose. Là, je fais référence à ce que Pascal proposait sur rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Effectivement, la notion de rythme, c'est le principe de dire en fait, il n'y a rien qui vient d'absolument rien, tout vient de quelque chose et se dissout aussi dans autre chose. Donc, tout se transforme pour donner autre chose. Une image très simple, c'est par exemple la biodégradation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont du compost. Un truc qui était une épluchure de légumes à un moment donné va devenir quelque chose, si vous après vous en servez pour alimenter des nouvelles plantes, ça devient un nutriment pour une plante après. Quand vous avez un projet, par exemple, qui arrive à terme, et ben, ça va se transformer dans autre chose. Vous allez avoir un autre projet après qui va émerger des résultats, des conséquences de ce que vous avez pu faire par le passé. Le pendule s'arrête à chaque bout. Ça, on va y revenir après. En fait, le principe du rythme, moi, j'aime bien l'imaginer comme un peu un pendule qui oscille comme ça, on va et vient. Et on verra comment ça peut être intéressant, ou quelle invitation ça peut nous amener à avoir de se rappeler que le pendule, à chaque bout, il s'arrête. Et la régénération est permise par les forces dégénérescentes. On a parlé un peu du compost. C'est la même chose dans le corps humain. Si on arrive à rester en vie, c'est parce qu'on a tous les jours des millions de cellules qui meurent dans notre corps. Si en fait nos cellules ne mourraient jamais, en fait on serait mort depuis bien longtemps. Donc ça c'est un point aussi qui est illustré dans ce principe-là. Je regarde à nouveau ce que vous aviez partagé parce qu'il y avait des choses qui venaient enrichir tout ça. La notion d'équilibre, effectivement. Un pendule, effectivement, oscille le long d'un axe. Et ça, par rapport au principe de polarité, par exemple, tout à l'heure, c'est peut-être cette notion de centre qui est subjective, mais le centre, comme le centre de gravité, existe toujours. Un culbuto, par exemple, quand il a un centre de gravité, vous, c'est pareil, si on arrive à rester debout, parce qu'on a un centre de gravité. Et c'est la même chose d'un point de vue invisible presque, c'est qu'on a un centre de gravité qui correspond à ce qui nous semble juste à un instant T. On a tous des avis ou un ressenti sur ce qui nous semble juste à un instant T. Et c'est cette notion d'équilibre qui ressort ici. Les changements d'état d'esprit, effectivement. En fait, le rythme, c'est ce qui met le mouvement entre deux pôles. Donc, on peut passer d'un pôle à l'autre, d'un état d'esprit hyper optimiste, plein d'espoir, à un état d'esprit où on s'est repris encore une mesure, ou alors le confinement, ça recommence, qui nous ramène dans un autre état émotionnel, état d'esprit. Alternance, espoir, motivation, ouais. Un organisme vivant est évolutif, effectivement. Le cycle, ouais. Et les situations changent, ouais. Tout se transforme. Et persistance du vivant malgré les oscillations de l'environnement, effectivement. Le rythme, un changement de rythme n'est pas forcément synonyme de mort ou d'arrêt de développement. Voilà.
Donc, dans les illustrations très concrètes, on en a déjà mentionné quelques-unes, mais l'homéostasie, par exemple, de notre corps, l'homéostasie, c'est un principe tout simple qui est de dire notre corps se maintient toujours en condition, arrive toujours à se maintenir en condition pour continuer à vivre, a priori, sauf quand on est atteint de maladies qui nous mettent en danger. Un exemple tout bête, c'est quand il fait 5 degrés dehors, mon corps n'est pas à 5 degrés. De la même façon, quand il fait 40 dehors, il n'est pas à 40 degrés. Donc ça, c'est le processus d'homéostasie, un peu comme un culbuto qui reste toujours un petit peu au centre, qui est les conditions de fonctionnement pour le corps. Il y a la même chose qui s'observe dans les organisations. Même si ça peut être inconscient, c'est comment est-ce qu'on arrive en fait à garder une stabilité, peu importe, ou avec tous les éléments de l'extérieur qui viennent nous perturber. L'homéostasie, c'est aussi, par exemple, le battement de notre cœur. Il y a un rythme qui oscille, certes, entre des battements lents et des battements rapides selon notre niveau d'activité, mais globalement, ça ne descendra pas en dessous d'un certain seuil ni au-dessus d'un certain seuil si on est en bonne santé. Le rythme, bien sûr, l'inspiration, l'expiration, la musique, vous êtes tous là-dedans, donc la musique, c'est du rythme. L'évolution des formes, des espèces, tous les cycles astronomiques, les saisons, le jour, la nuit, les cycles de reproduction, les cycles cellulaires, on l'a vu tout à l'heure, la mort et la naissance des cellules. Les cycles d'apprentissage, j'avais lu qu'un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe en moyenne 17 fois par heure. Il tombe, il se relève jusqu'au jour où en fait, il arrive à rester debout. Donc, tout ça, en fait, l'apprentissage est soumis à cette notion de cycle aussi. Et en histoire aussi, on peut l'observer, et certainement qu'en musique, ça s'observe beaucoup. Je ne suis pas assez experte du sujet pour me prononcer là-dessus, mais vous me direz si ça vous parle. Cette notion un peu de mode qui peut partir, revenir, en fait, c'est souvent un peu des cycles. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose exactement qui revient, mais c'est des choses qui peuvent être similaires. Je sais que moi, je l'observe dans la mode aujourd'hui, des choses qui étaient à la mode peut-être dans les années 90 qui reviennent un petit peu aujourd'hui. Les courants de pensée. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi ce principe du rythme qui, pour moi, s'illustre dans ces événements-là. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires déjà à ce stade avant qu'on passe aux invitations ? Ça va ? Donc, j'avance sur les invitations et ensuite on aura un échange plus large sur le principe. Donc de la même façon que le rythme, c'est la mise en mouvement entre les pôles quelque part, ou c'est le mouvement entre les pôles. La première étape, c'est un peu toujours la même pour moi sur ces principes-là et même de façon générale dans ce qu'on peut traverser comme situations qui peuvent être difficiles ou en tout cas complexes, c'est déjà de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est un peu la première clé, c'est de prendre un pas de recul et d'observer. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'observe ? Donc, pareil, c'est les rythmes, en fait. On a un mouvement oscillatoire en nous. Et déjà, c'est de prendre conscience de ce mouvement et de l'accepter. Ça veut dire que on peut l'observer et ensuite travailler dessus. En revanche, déjà, c'est là. Ça veut dire que si on oscille dans des états, par exemple, d'esprit qui sont entre l'espoir et le désespoir, c'est là. Souvent, en fait, on bloque déjà cette première étape à ne pas accepter qu'en fait, c'est déjà comme ça. Et si on n'accepte pas, si on ne le regarde pas, en fait, accepter, c'est regarder, tout simplement. Si on ne le regarde pas, on n'a pas la possibilité d'agir dessus. Donc, c'est pareil, c'est quels sont les plus difficiles à naviguer. Ça peut être un rythme physique. Moi, pendant le premier confinement, par exemple, où tout le monde était vraiment confiné chez eux, les rythmes physiques étaient très perturbés. Entre ceux qui étaient d'habitude très actifs physiquement et qui se sont retrouvés coincés chez eux dans des logements qui n'étaient pas forcément très grands. Et donc, le rythme physique a été impacté là. Les rythmes émotionnels, les rythmes mentaux. On vit beaucoup de ruptures de rythme en fait cette année. À un moment donné, on avait un rythme qui a été cassé au mois de mars, qui a repris un petit peu. Et en fait, il y a beaucoup de ruptures et qui aussi ne sont pas forcément en même temps. Donc, on a vécu beaucoup de changements qui peuvent être perturbants sur ce principe-là aujourd'hui. Donc déjà, quels sont les plus difficiles à naviguer ? Ensuite, se dire les oscillations, un peu comme quand on disait pour la polarité, les opposés sont des rôles. Là, les oscillations révèlent quelque chose qui se passe en nous.
On va tous avoir des oscillations différentes sur des sujets différents. Et il y a 2 caractéristiques du rythme qui peuvent être intéressantes à observer. C'est quoi l'amplitude des oscillations? Je prends un exemple tout bête, les personnes qui sont considérées comme bipolaires, entre guillemets, puisque ça correspond en tout cas à un diagnostic posé psychologiquement, c'est des gens qui ont des oscillations très, très, très grandes. Ils vont passer de l'extrême joie, voire même vraiment de l'exaltation à une dépression très profonde. Ça, c'est ça que je veux illustrer par oscillation. Ça peut être une oscillation de je me sens épuisée et je suis en énergie. Ça peut être une oscillation de j'ai peur, j'ai pas peur. Ça peut être une oscillation de l'organisation se porte bien versus on est en difficulté énorme. Ça peut être le niveau d'énergie de l'équipe. Bref, donc l'amplitude et la fréquence, c'est est-ce que ça va vite ou pas vite? Est-ce qu'on passe rapidement du tout va bien à tout va mal? Est-ce qu'on passe rapidement de on est hyper motivé à on a zéro énergie? Donc déjà d'observer la notion d'amplitude et de fréquence nous donne des infos sur ce qui est vraiment en train de se passer. Et ensuite, on peut questionner qu'est-ce que ça me raconte. Moi, je sais qu'il y a quelques mois, j'avais fait ce travail sur moi, justement, en disant les oscillations, c'était entre l'impatience et la patience, quelque part. Je me disais, qu'est-ce que ça me raconte? C'est que je ne suis pas stabilisée aujourd'hui, par exemple. Je ne me sens pas stable aujourd'hui à l'instant T. Ça ne veut pas dire que je ne le serai pas demain ou dans 2 semaines, mais je ne me sens pas stabilisée. Et une fois qu'on a mis le doigt sur à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça me raconte, on peut justement se poser la question de comment je danse avec ça. Parce qu'on a la possibilité d'agir sur ce rythme-là, sur l'amplitude et la fréquence. Que ce soit au niveau individuel ou dans l'équipe. Dans l'équipe, ça implique simplement qu'on observe et qu'on réfléchit à tout ça à plusieurs. Et ça, je fais un aparté, mais ça fait partie de la notion de considération du rôle du dirigeant. Souvent, dans les dirigeants que j'ai pu rencontrer, il y en a beaucoup qui parlent de solitude, de se sentir seul, de se sentir responsable aussi de ce qui va se passer pour leur organisation, pour leur équipe. Et en fait, quand on est face à ce qui est vivant, en fait, chacun porte quelque chose en lui et chacun a une information du puzzle qui va servir justement à trouver une solution. En particulier quand on est dans des situations complexes, difficiles, la notion de hiérarchie, quelque part, devient un peu caduque, ou en tout cas n'est pas une ressource pour aller de l'avant, à moins que ce soit une gestion de crise et qu'il y ait besoin vraiment d'avoir à un moment donné une tête pour prendre une décision, mais la gestion de crise, c'est toujours extrêmement ponctuel. Si une crise dure, le mode de fonctionnement doit évoluer. Et je reviens à une des caractéristiques de la complexité, qui est cette notion d'auto-organisation. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'auto-organisation, mais simplement considérer que chaque personne a une pièce du puzzle pour avancer. Et donc, quand on est en équipe, cette notion de prise de conscience du rythme et de comment chacun le vit permet aussi de comprendre les rythmes de chacun et de s'adapter en fonction. La troisième invitation, c'est une fois qu'on a mis un peu des mots sur ces oscillations-là, c'est d'apprendre à danser avec. Et moi, j'aime bien voir la notion de rythme comme une accélération, c'est un booster, et le ralentissement, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif ou qui nous dessert, mais c'est quelque chose qui va nous aider à parfaire notre équilibre. Je reprends l'exemple du culbuto. Si vous le poussez vers l'avant et que vous le lâchez, il va revenir un peu en arrière avant de revenir au centre. Il ne va jamais simplement aller avant et revenir au centre. Il va revenir un peu en arrière. Et donc, si on pense à ce côté un peu négatif du rythme comme une perfection de notre équilibre, qu'est-ce qui va nous aider à parfaire? Et ça peut être difficile parfois parce que quand on le vit mal, l'autre pendant du rythme, c'est difficile de se dire j'ai quelque chose à épuiser et il y a une information pour moi qui va m'aider. Donc, on peut décoder ces oscillations-là. Alors là, je vous donne des outils, mais on va pas avoir le temps dans le temps qui nous est imparti là d'aller regarder en détail, mais la communication non violente peut être super utile justement pour comprendre si c'est un rythme émotionnel, par exemple. D'aller regarder, de se dire espoir, désespoir, inquiétude, pas inquiétude. C'est quoi nos besoins derrière, en fait? On aurait besoin de quoi quand on se sent inquiet? Et ce n'est pas forcément un truc de psychopapouille hyper... voilà. Ça peut être simplement de poser la question toute bête, soit à soi-même quand ça nous concerne, soit à l'équipe, de se dire, OK, on a conscience qu'on est dans cette émotion-là en ce moment, on aurait besoin de quoi?
Et parfois, des solutions toutes simples peuvent émerger, mais simplement le fait de poser la question, la clé peut être là-dedans, quoi. Se poser la question de quelle pépite émerge de ce rythme qui informe la vie que je souhaite inventer. Donc ça, c'est d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue d'une équipe, ça peut être quelle pépite émerge de ce rythme qui informe ce qu'on a envie de créer à partir de maintenant. Et je reviens à un point que je vous ai dit qu'on verrait plus tard, c'est le pendule s'arrête à chaque bout. Entre chaque flux et reflux, il y a un moment d'arrêt. Dans la musique, ça, pareil, je vous l'apprends pas. Je prends mes précautions quand je vous donne des exemples de musique parce que le silence, c'est un musicien qui m'avait dit ça. Le silence a une place hyper importante dans la musique et permet justement de donner corps à la musique. Et donc, c'est ce silence-là, dans des moments de bascule de rythme, et le rythme n'étant pas forcément que positif ou négatif, il y a des rythmes qui ont juste des changements de rythme naturels. Ces moments de silence sont des moments aussi importants que les moments de mouvement. Et donc, quand on est dans des moments un peu de suspension, eh ben, comment est-ce qu'on s'assure qu'on respire et qu'on dit « OK » avant de prendre le mouvement inverse, quoi. Je vais m'arrêter là sur le rythme et puis je vais arrêter de partager mon écran. Et un peu comme pour la polarité, je vous propose de partager un peu avec le groupe qu'est-ce que ça vous évoque, quel parallèle vous pouvez faire avec des choses qui vous occupent. Non, ouais, moi, le rythme, je sais pas, mais sur sur la question du rythme et du mouvement. Et puis moi, depuis le début, la question de la navigation, ça me plaît bien. Pas seulement parce que je suis breton, voilà. Mais surtout, souvent, j'ai donné l'illustration que, voilà, en fait, en face de toi, tu as un vent contraire, et donc, bon, les marins, ils tirent des bords. C'est-à-dire que pour arriver à son objectif, tu ne vas pas tout droit. En revanche, ce qui est la difficulté à partir de là, c'est que, bon, toi, à la limite, tu sais où tu vas, et donc, enfin, tu crois savoir où tu vas d'ailleurs. Et tu tires des bords, mais pour que ce soit lisible par tous ceux que tu as en face. Et souvent, c'est un vent contraire, donc c'est plutôt une opposition qu'une incompréhension d'ailleurs. Du coup, ça pose question, tu vois, d'arriver à ça. Et puis, alors en plus, là, c'est par rapport au mouvement et quand tu dis de prendre conscience du mouvement oscillatoire, etc., donc le mouvement des vagues, pour continuer dans l'image. Et ça le fait aussi quand tu fais du ski, c'est-à-dire le marin, en fait, quand il est sur le bateau, il résiste pas au mouvement, il l'accompagne, il est dedans, et c'est pour ça qu'il y en a un qui tient debout pendant que les autres se vautrent en permanence. Mais comment partager tout ça, en fait, tu vois, et justement de faire prendre conscience à tout le monde du rythme, ou même soi-même, hein, et puis du coup de jouer avec tous ces mouvements un peu contraires ou contraignent, et que du coup acquérir de la souplesse, etc. C'est tout ça que ça m'évoque en définitive. Et puis alors un truc, parce que j'ai trouvé que c'était hyper rapide, qui n'a rien à voir, mais à un moment donné, tu dis la complexité, du coup, ça rend la notion hiérarchique caduque. En tout cas, je l'ai noté à toute vitesse là. Je trouve que c'est un peu une affirmation qui mérite au moins 2 heures de discussion. Mais pourquoi pas, hein, mais voilà. Ouais, merci Vincent. Et effectivement, j'aime beaucoup ta notion de danser, d'aller avec le rythme et l'image du marin qui lui tombe pas alors que les autres se cassent la figure. Oui, sur la hiérarchie, effectivement, ça mériterait une discussion bien plus longue. Et donc, voilà, si ça ne résonne pas pour vous, vous ne le prenez pas comme quelque chose d'affirmé, parce qu'effectivement, tout est à contextualiser et très lié à ce qu'une organisation va vivre à un instant T. Et ce n'est pas une généralité qui peut être, voilà, dire c'est une règle qui s'applique à tous les coups. Je face à quelque chose de complexe, pouf, il n'y a plus de hiérarchie. Ça dépend de ce que vous êtes en train de traverser. Et puis, voilà, ouais, donc d'accord avec ça. Merci Vincent. D'autres
La question du rythme, elle s'est beaucoup posée quand même actuellement, parce que j'entendais certains dire il faudrait profiter de ce moment pour prendre le temps, en fait, hein, c'est pour ça qu'on se questionnait sur le rythme, alors que finalement, d'autres étaient encore dans une certaine urgence, enfin, dans une certaine urgence à essayer de réagir par rapport à la situation. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a été assez complexe. Ou c'est justement, comment on fait pour s'arrêter, et alors qu'on est dans un moment aussi qui peut être un peu paniquant. J'exagère, je mets des guillemets autour de paniquant, mais du coup, c'est vrai que c'est dans la situation actuelle, de mon observation extérieure, les changements de rythme ont provoqué finalement deux réactions en fait par rapport à ça. Et oui, pour Vincent, mais prendre le temps, c'est aussi réagir. Mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu. Certains disaient, non, il faut absolument en profiter pour prendre le temps de se réinterroger. Et profitons de ce moment où finalement, on doit accepter ce qui se passe pour se réinterroger. Tandis que d'autres étaient encore dans agissons directement, en fait. Donc, il y a un truc aussi avec le fait d'agir, j'imagine, avec le rythme. Enfin, certains qui agissent plus que d'autres. Enfin, ça m'évoque la superposition des rythmes, en fait. Parce que là, on l'a regardé un peu d'un point de vue unitaire, quoi. C'est un rythme. Et en fait, les rythmes peuvent se superposer. On peut avoir un rythme physique, par exemple, où l'activité, par exemple, physique pour une organisation, ça peut être l'activité, ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut être l'activité. L'activité ralentie ou est arrêtée. Et pour autant, les rythmes émotionnels, eux, sont comme des dingues à dire, mais oui, il faut qu'on prenne le temps, et puis le lendemain, il faut qu'on fasse des choses. Et donc, du coup, cette superposition-là fait partie de la complexité aussi. Et effectivement, un rythme ralenti dans l'activité ne veut pas forcément dire un rythme ralenti dans les réflexions, dans les nouveaux projets qui vont émerger. Et donc, c'est... cette navigation-là, quelque part, déjà de prendre conscience de ça, en fait, des rythmes décalés qu'il peut y avoir, ou même dissonants qu'on peut traverser, et qu'est-ce qu'on souhaite en faire. Moi, j'ai discuté avec pas mal de personnes pendant le premier confinement qui disaient, justement, j'ai envie de prendre le temps, mais qui avait un rythme effréné de pensée émotionnelle, de jonglage émotionnel, etc. Et qui, du coup, en fait, avaient la frustration de ne pas arriver à prendre le temps de quoi que ce soit, alors qu'ils avaient, de fait, le temps. Donc, c'est déjà prendre conscience de ça, c'est déjà un pas énorme, parce que ça permet, du coup, de ne pas tout mettre dans le même panier, de se dire, OK, comment est-ce qu'on agit là-dessus? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire en tant qu'équipe? Qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire? Et qu'est-ce qui peut m'aider, du coup? Parce que parfois, on aime bien essayer de se dire, je vais y arriver tout seul. Et parfois, en fait, le fait d'avoir identifié un rythme qui nous pose vraiment problème et avec lequel on a du mal à naviguer, ou qu'on a du mal à traverser, il peut y avoir des personnes à l'extérieur qui peuvent nous aider. Ça peut être des proches, des amis, ça peut être des coachs, ça peut être des personnes comme ça, quoi. Mais d'abord, l'identifier, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, François, en plein milieu de travaux, je lis juste ce que tu dis. La notion de régénération-dégénération renvoie également au rééquilibrage des missions au sein de nos structures avant le coup d'arrêt de la diffusion, et donc plus de place pour la création, l'accompagnement, l'action culturelle par des jeux des vases communicants. Ouais. Oui. Régénération, dégénération, le fait que les choses se transforment en autre chose, c'est aussi ça. C'est ce qu'on avait jusqu'à maintenant, en quoi est-ce que ça peut se transformer par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est un peu cette notion de flux, de continuité. Même si on a l'impression de rupture, il y a quand même une forme de continuité. Dans le vivant, dans la nature, par exemple, on peut, à l'œil nu, observer des choses qui nous paraissent être des vraies ruptures, mais en fait, c'est toujours une continuité de... Enfin, c'est toujours... Quand on regarde, ça dépend à l'échelle à laquelle on regarde. On peut voir, par exemple, un arbre mourir et se dire, oh là là, il y a 6 mois, il était vivant et là, maintenant, il est mort. Donc, on peut avoir l'impression d'une rupture, mais la dégénérescence s'est faite tout au long des 6 mois, et au niveau moléculaire, cellulaire, etc., en fait, ça a été progressif. Donc, je ne dis pas que tous les rythmes sont progressifs, il y a des choses qui sont des ruptures, mais comment est-ce qu'on imagine ce flux, et ce flux, il peut se déverser dans quoi? Steve dit, il y a aussi des rythmes imposés, on ne peut pas y déroger. Comment on retrouve des respirations là-dedans quand on s'aperçoit que c'est délétère sans pour autant tout arrêter ou tout changer? Ouais,
Effectivement, il y a des rythmes qui nous sont imposés. Tout bêtement, dans les choses qu'on vit tout le temps, on ne peut pas changer le fait que l'hiver, c'est l'hiver et que l'été, c'est l'été. À un moment donné, ça va finir par arriver. Je prends cet exemple tout bête parce que c'est la même chose qu'on peut vivre dans des relations entre les gens ou typiquement des mesures qui nous sont imposées de l'extérieur ou des lois à respecter ou des choses comme ça. On n'est pas en maîtrise de tout. Et j'en reviens un peu à qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je peux influencer et qu'est-ce que je ne maîtrise pas. Et il y a des rythmes qui nous sont imposés et qui constituent du coup des contraintes ou des espaces dans lesquels notre navigation s'organise là-dedans. Si je reprends l'image que Vincent partageait tout à l'heure dans les marins, le vent, il est comme ça, les conditions de navigation, elles sont comme ça, ça fait partie des contraintes que je dois prendre en compte et ça va venir impacter effectivement mes rythmes et ce que je peux mettre en œuvre pour naviguer au mieux là-dedans, quoi. Je ne sais pas si Vincent, tu as un conseil là-dessus sur quand tu es face à des conditions difficiles que tu ne peux pas maîtriser et que, en tant que matelot ou navigateur, quels sont tes petits... parce qu'il y a peut-être des inspirations à avoir de ce domaine-là, justement. Qu'est-ce que tu fais sur ton bateau? Je panique comme tout le monde. Non, mais je sais pas. Mais non, mais du coup, ce que dit Steve là, sur le côté, excuse-moi, mais et du coup, ça revient à ce qui était dit tout à l'heure sur aussi la question des injonctions paradoxales, qui a une espèce de, ça c'est le nouveau truc qu'on a réussi à identifier. Par contre, je suis pas sûr qu'on, enfin, des fois, je me dis, mais c'est l'injonction, c'est nous qui la ressentons comme une injonction, ou est-ce que c'est envoyé comme une injonction? Et que du coup, si c'est plus une injonction, du coup, est-ce que ça devient paradoxal? Mais c'est juste un élément supplémentaire au débat de la complexité dont tu parlais. Et du coup, c'est une façon, en fait, de diminuer, en fait, le vent contraire, tu vois, de réagir comme ça. Mais bon, voilà, c'est peut-être aussi une façon de peut-être relativiser en permanence. Enfin, bon, moi, je suis obligé ici que ça m'arrive. Il y a tellement de trucs, en fait, que. Mais par contre, il faut que j'ai conscience que ce qui, pour les autres, ça peut être super important, même si dans le paysage complexe, ça l'est peut-être moins en définitive. Donc voilà, de trouver justement l'équilibre entre c'est important pour eux, mais au regard de tout ça, c'est peut-être moins important pour moi ou pour la structure. Donc voilà, de remettre le truc un peu au milieu. Mais bon, 2 fois sur 3, je me plante. Et juste, parce que là, j'ai la parole et puis après, j'arrête. Mais là, tu nous as donné 2 points et tu nous as dit qu'il y en avait 7. Et pour avoir les 5 autres aussi. Je vais vous partager avec le visuel très rapidement juste les noms. Comme ça, vous les aurez en tête. Et puis, ce que je vous enverrai une petite vidéo qui illustre un autre principe que je trouve la vidéo, je la trouve très jolie. Donc, des séances de yoga en équipe pour recontacter l'ensemble de nos rythmes intérieurs. Ouais. Il y a plein de portes d'entrée aussi sur ces principes-là. Et c'est ça ce que j'aime, comme ils nous informent sur les différents plans, physique, émotionnel, mental. Il y a plein de portes d'entrée pour les observer, pour se reconnecter. Il peut y avoir des portes d'entrée corporelles, des portes d'entrée émotionnelles. Je mentionnais la communication non violente tout à l'heure, mais il y a plein d'autres techniques pour aller simplement mettre un mot sur les émotions qu'on ressent. Parfois, ça peut changer beaucoup la dynamique. Et puis après, il y a plein d'aspects plus mentaux sur qu'est-ce qui va nous aider à cartographier tous les sujets qui nous concernent. Les cartographies mentales, par exemple, sont utiles là-dessus. La méditation pour essayer de retrouver son centre. Quand on est un peu ballotté un peu partout, la méditation pleine conscience nous permet de se réaligner un petit peu. Donc ça ouvre plein de portes d'exploration. Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que là, ce qu'on a exploré ensemble, c'est... je le vois un peu comme une porte. Après, ce qui aura résonné pour vous vous donnera peut-être envie d'aller creuser quelque chose sur l'un des 2 principes, sur ce qui vous aura parlé, dire tiens, j'avais pas pensé à ça, qu'est-ce qui pourrait m'aider pour explorer ça? Peut-être que vous avez déjà tenté des trucs ou des idées en tête, peut-être que vos équipes auront des idées.
Donc, voilà, j'avais un autre truc que je voulais mentionner. Oui, la notion de communication. Souvent, en fait, dans la complexité, il y a aussi un truc qui vient ajouter de la complexité ou de la complication, c'est que c'est le fait de partager ou de nommer les choses avec les gens. Et souvent, en fait, la communication, pour moi, c'est avec l'interprétation. Je lisais quelque chose l'autre jour qui m'a beaucoup marqué, qui disait quand on passe notre temps un peu à interpréter, quand on interprète, en fait, on prend ce qui nous est donné à l'extérieur et on vient le mettre dans des cases de choses qu'on connaît déjà. Mais si on fait ça, si on passe notre temps à interpréter, en fait, on ne crée jamais des nouvelles cases. Ou alors, une autre image, c'est on a un vase et on vient rajouter le truc dans notre vase. Mais en fait, au bout d'un moment, notre vase, il déborde. Donc, en fait, on ne va jamais créer quelque chose de nouveau ou créer des nouvelles cases ou étendre notre façon de voir les choses. Et en fait, souvent, il y a quelque chose qui bloque face à la complexité, c'est qu'on communique soit pas exactement ce qu'on pense, soit on ne sait pas vraiment ce qu'on pense ou qu'on ressent, et donc du coup, on va dire des trucs parce que ça... Et donc, en fait, on se pollue un peu les uns les autres comme ça, et on n'a pas beaucoup de clarté qui nous permettent du coup de se sentir centré. Et donc déjà de se formuler comment on vit le truc, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce moment, et qu'est-ce qui est important pour nous en ce moment, et comment est-ce qu'on va pouvoir le partager ou le communiquer dans nos différentes interactions pour justement pas être trop décentré et pas se retrouver à faire des trucs parce qu'en fait c'est important pour quelqu'un d'autre mais pas pour nous. Donc voilà, donc il y a le fait de savoir ce qui se passe, formuler ce qui est important ou ce qui est essentiel et puis ensuite être capable de le communiquer qui déjà fait un peu fluidifie un peu les relations qu'on peut avoir avec les autres. Et Juan, tu voulais prendre la parole tout à l'heure? Je ne sais pas si tu veux. Ouais, non, c'était sur les notions de rythme, de témoigner, entre guillemets, nous, dans l'équipe, on constate à quel point on est un organisme, un écosystème vivant, parce que les autorisations et les interdictions ont fait varier tout au long de l'année les secteurs dans nos projets qui sont plus ou moins actifs. C'est-à-dire qu'à un moment, les concerts étaient possibles avec des restrictions de jauge, mais plus d'aller dans certains établissements. Après, c'est dans certains établissements qu'on peut faire de l'intervention artistique et culturelle, et on ne peut plus ouvrir nos lieux. Enfin bref. Et du coup, on a vu certaines personnes dans les équipes avoir des surcharges de travail par rapport à d'habitude, là où elles s'attendaient à être toutes en ralentissement parce qu'il fallait appréhender de la nouveauté réglementaire, d'organisation et tout ça. Puis passer à un arrêt total, revenir en charge. On s'est retrouvé en ce moment, par exemple, c'est le cas beaucoup, l'accompagnement artistique et l'action culturelle sont parfois même sursollicités parce que vu que c'est les seuls espaces à investir, tout le monde propose de profiter vraiment de toutes les opportunités. Et on voit bien que pour les équipes, les membres des équipes, on a intuitivement un rythme naturel dans une asso ou là où on travaille. Et dès qu'il y a des modifications, pour soi, c'est perturbant. Et entre personnes aussi, c'est très perturbant. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce qu'à certains moments de l'année, il y ait plutôt ça. Et toute l'équipe, à peu près, s'attend à la même chose. Et on constate que si des équipes sont modifiées par un contexte extérieur, ça déstructure, mais bien au-delà de la simple notion de temps de travail. C'est-à-dire la symbolique, la reconnaissance, les gens qui ont l'impression que d'un coup des sujets qui étaient secondaires deviennent vraiment le cœur de l'activité. Enfin, vraiment, il y a une focale là-dessus. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est que les principes dont on parle là, ils invitent beaucoup à prendre de la hauteur et du recul. Or, on est quand même sur des sujets qui sont extrêmement générateurs d'anxiété et d'une anxiété avec laquelle il est souvent difficile d'amener à prendre l'air, justement, la respiration qui permet à un moment de descendre en pression. C'est vraiment Moi, je pensais un peu, avec les métaphores maritimes, au syndrome aussi quand on est pris dans une baïne, par exemple, où le premier truc qu'on dit de faire, c'est de ne rien faire, de se laisser porter parce qu'on va partir au large puis revenir au bord naturellement. La mer va faire ça. Sauf que le premier réflexe de la majorité des personnes, c'est de se débattre jusqu'à l'épuisement. Donc, c'est compliqué de mettre le point de détente de départ qui permet de se dire, OK, stop, pas d'emballement, parce qu'il y a un stress pas possible. Et il y a notamment un stress parce que pour beaucoup d'équipes, les employeurs que nous sommes souvent sont censés apporter quand même de la sécurité, de la visibilité, et que nous-mêmes, là, on est en position de rien donner comme visibilité, de devoir nous-mêmes incarner une instabilité lourde.
Et je pense que le fait en plus que les personnes qui sont justement à la barre soient elles-mêmes dans une difficulté de savoir où est le trait de côte, ça dit, ah non, mais si même le capitaine du bateau voit que dalle, là, tu repères encore de la capacité de détente, donc d'accès à une prise de recul, de hauteur et tout ça. Ouais. Hyper enrichissant ce que tu viens de partager, et ça me fait penser à quand tu dis à quelqu'un détends-toi, ça lui donne pas du tout envie de se détendre. Ou prendre du recul, c'est très difficile de prendre du recul, en particulier quand justement il y a une forme de désynchronisation entre les rythmes des uns des autres et un sentiment d'urgence. Et je vous partage quelque chose. Je me suis formée en communication non violente, non pas dans un outil de communication, mais dans un outil vraiment de connexion et de compréhension des émotions et de comprendre les besoins qu'il y a derrière. Et le formateur nous avait partagé qu'en fait, une chose qui est fondamentale quelque part, que Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, avait identifié, c'était que les besoins ont d'abord besoin d'être reconnus avant d'être satisfaits. Et donc, tout le travail de mettre un mot déjà sur l'émotion, parce que souvent, les émotions, il y a des grandes familles, hein, il y a la peur, la tristesse, la colère et la joie, qui se déclinent ensuite dans plein d'émotions différentes. Mais le fait déjà de mettre un mot sur l'émotion qu'on ressent, c'est une première étape pour sortir de l'espèce de tourbillon mental et émotionnel qu'on peut avoir, et ensuite d'aller peut-être un cran plus loin, et ça c'est ce qu'il nous disait, c'est de dire quand on arrive à nommer l'émotion et la partager, déjà on se sent un petit peu mieux, et ensuite quand on se pose la question de quand je ressens ça, j'aurais besoin de quoi, une fois que le besoin profond a été identifié, déjà on se sent beaucoup mieux et on est déjà plus en mesure, on a récupéré l'énergie un peu de tension et d'énervement. C'est comme si on l'avait entre les mains et on peut la rediriger vers autre chose. Et cette notion de besoin, elle est rattachée en communication non violente, non pas au besoin de « il faudrait qu'il se passe ça », mais un besoin universel, fondamental de l'être humain. Et il y en a pas tant que ça, en fait, au final. Et donc, quand quelqu'un, par exemple, va dire « en fait, je me sens anxieux parce que j'aurais besoin de visibilité », la visibilité, c'est c'est le premier mot qu'il met sur le besoin, mais après, en allant plus loin, en disant « et si tu avais de la visibilité, ça répondrait à quel besoin ?» Ça répondrait peut-être à mon besoin, en fait, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Et là, en fait, du coup, ça n'est plus dépendant des événements extérieurs, et on peut récupérer, une fois qu'on sait que j'ai besoin de sécurité. Après, on peut réfléchir à qu'est-ce qui me donnerait un peu de sécurité aujourd'hui. Sachant que, oui, je n'aurai pas de la visibilité sur ce qui va se passer dans 6 mois ou dans un mois. Mais si aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de sécurité et je suis tellement en insécurité que je suis anxieux et que je n'arrive plus à réfléchir, comment je peux re-remplir petit à petit l'espèce le baril de ce besoin, quoi. Et ça peut être des choses petites. Peut-être que ça peut être, je sais pas, au moins qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait sur les 15 prochains jours, ou alors, voilà. Et la personne devient aussi actrice de la réponse à son propre besoin. Et pour l'avoir vécu beaucoup, beaucoup de fois, quand je disais tout à l'heure, le besoin a d'abord besoin d'être reconnu avant d'être satisfait. Quand on a compris le besoin qu'on avait, déjà, on se sent beaucoup plus apaisé. Et ça se sent physiquement, c'est-à-dire que quand on est redescendu, ok, j'ai besoin de ça. Et parce qu'on reprend de la maîtrise sur, ok, je ne vais pas pouvoir re-remplir le tonneau à fond demain, mais je sais que j'ai la main sur des petites actions qui petit à petit vont pouvoir faire en sorte que je ne me vide plus sur ce besoin-là, quoi. Je ne sais pas si c'est aidant, Erwan. Ok. Il est déjà 12h04. Juste à la demande de Vincent, je vais simplement vous montrer la diapo où il y a les 5 autres principes. Comme ça, vous avez les visuels en tête et je vais les nommer et ensuite on clôturera là. Donc aujourd'hui, on a vu la polarité et le rythme, qui sont les principes 4 et 5. Le premier ici, c'est le principe du mentalisme. Le nom fait un peu peur, mais c'est le principe qui, derrière ça, en fait, c'est la notion de l'intention créatrice, ce sur quoi on porte notre attention grandit. Le second principe, c'est le principe de correspondance, et c'est la petite vidéo que je vous enverrai. Il dit en fait, il y a des schémas répétitifs dans les choses qu'on peut observer. Principe de vibration, on a touché dessus très rapidement tout à l'heure, qui est aussi lié à cette notion d'émotion. En fait, on vibre quelque chose.
qui disent que tout est toujours en mouvement, la polarité, le rythme, on a vu. Cause à effet, comment les liens entre les causes et les effets peuvent s'établir, comment on peut devenir causeur d'effets et arrêter de subir simplement tous les effets des choses. Et le genre, c'est un peu le yin et le yang, c'est un équilibre entre les forces masculines et féminines au sens genre, pas au sens sexe, dans tout, et c'est créativité, exécution. On en a un petit peu parlé en masqué tout à l'heure, mais voilà. Donc ça prend du temps un peu d'explorer les sets, et en plus il y a plein d'exercices qu'on peut imaginer derrière, mais comme ça vous avez une vision un peu globale de la chose. J'arrête mon partage et je vous propose du coup juste en petit mot de clôture, si vous en avez l'élan, de mettre dans le chat avec quoi vous repartez, et puis ensuite on se quittera là-dessus. Voilà, je voulais simplement vous dire en attendant que vous écrivez dans le chat que j'ai passé un bon moment avec vous et que j'espère que ça vous a amené des petites clés, et encore une fois, prenez ce qui vous a parlé, le reste vous l'aurez dans le doc, et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout des bonnes fêtes de fin d'année qui clôtureront cette année 2020 particulière pour le moins et pas facile à naviguer. Merci beaucoup, Margot. C'était très intéressant. Ça nourrit aussi, pour le coup, même en tant que salarié d'une fédération, plein de choses. Top. Ça nous donne envie d'aller exploiter les autres, en fait, je crois. Donc, peut-être qu'on renouvellera l'expérience sur les autres, parce que je pense qu'effectivement, c'est assez aidant, effectivement. Super. Bah, merci, et puis bonne journée. Merci à tous et à toutes, et puis à très bientôt. Du coup, effectivement, on vous enverra le lien. Ça a été enregistré, donc on vous enverra le lien, et puis peut-être avec le PowerPoint que tu nous as présenté, Margot, si tu veux bien. Voilà. À très bientôt. Bonne journée, et puis bonne fête de fin d'année pour ceux que nous ne reverrons pas en visio d'ici là. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.